What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Chaque semaine, week in and week out sur 11 MTL au podcast, man. Yo, cette semaine, on est live dans les bureaux, you know what I'm saying? Dis-leur. Et on a un gros guest comme d'habitude, mon bro. Ça fait plaisir, il est back. Yo, on a un artiste, Un journaliste, un lyriciste, un documentariste, un militant. un ami, un frère. Yes, sir. Il a drop son projet Madeleine de Proust au début de l'année. On va parler de tous ses projets. Je parle du seul et unique Sahel dans la maison. Voilà. Merci pour la présentation incroyable, les gars. Ben, yo, ça fait plaisir, bro. Je savais pas que vous rappiez, vous aussi. Ah, comment, man? Dieu, je savais. Hey, you never know. You never know. You might see a comeback. Mais non, ça fait plaisir de te recevoir, bro. Je suis très heureux d'être là, les gars. Puis c'est une introduction méritée, bro. C'est toutes des qualificatifs or whatever qui sont bien attribuables à toi, là. And you're doing it well. So, ça fait plaisir, man. Je sais que ça fait un moment qu'on était supposé se parler et tout, mais on est là, you know what I C'est mean? vrai, puis j'ai fait absolument aucune entrevue depuis que l'album est sorti. Vous êtes les seuls. Je pense que j'en ferai aucune après, donc je suis très heureux d'être là, pour vrai. Puis pourquoi? Je suis curieux. Parce que pour vrai, j'avais très peu de temps. J'ai fait beaucoup de tournages dans les derniers mois. Puis pour moi, le plus gros du travail, c'était sortir l'album. OK. Moi, je travaille fort sur l'album. Une fois qu'il est sorti, c'est comme... J'ai plus envie trop même d'en parler et tout. Je veux juste que les gens l'écoutent. Et j'espère que ça vit tout seul, tu vois. Tout ce qui est faire des entrevues et tout, pour moi, c'est une autre facette que je fais des fois, mais que j'aime pas beaucoup. Si je le fais, c'est que j'aime les personnes que je vais rencontrer, que je vais voir. Merci, on l'apprécie. Mais comme fait que tout ce qui vient avec, dans le fond, le roll-out, la promo... Man, j'ai jamais voulu de toute ma vie être connu ou être une figure publique. Que ce soit dans la musique ou dans les médias où je travaille. Genre, ça m'est arrivé un peu par hasard, puis je me préserve le plus que je peux. Comme c'est pas un truc que j'aime. Et je vois beaucoup de gens aujourd'hui, on est dans une époque bizarre où les réseaux sociaux, c'est très important. Je suis pas en train de te dire que je suis intelligent. C'est pas intelligent ce que je fais par rapport à mon travail. Mais moi, ça me correspond pas d'être tout le temps en train de faire des stories, tout le temps en train de faire des photos, tout le temps en train de dire je suis le meilleur, je suis en train de faire ci, ça, ça. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, faut que tu sois, avant même d'être rappeur ou artiste, faut que tu sois influenceur. Et moi, j'ai jamais voulu être influenceur de Aujourd'hui, rien c'est du ça, tout. la game. Ouais, mais malheureusement, je vois beaucoup de gens qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux et leur musique est très peu écoutée. Donc, c'est pas garanti que ça te rapporte quoi que ce soit. C'est vrai. Et ce que les gens ne voient pas aussi beaucoup, c'est beaucoup d'énergie. Moi, l'énergie, je la mets à la place où j'ai envie de la mettre, c'est-à-dire sur ma famille, sur moi, sur les projets qui me tiennent à cœur. Le reste, sincèrement, et c'est pas pour truc, mais je m'en bats les couilles. Genre, vraiment. Yo, je respecte ça, bro. Puis tu sais, c'est la raison aussi que je veux que tu élabores là-dessus, c'est parce que la musique, elle vaut la peine. Comme la musique est solide, t'es talentueux, fait que c'est intéressant de voir que t'es comme... The music is so awesome, mais t'es comme, moi, je le sors, puis après, it lives on its own, comme t'as dit. Encore une fois, je pense pas que c'est super intelligent, mais ça me correspond à moi, puis je déteste forcer les choses. Tu vois, le premier morceau qui m'a, on va dire, plus fait connaître au Québec, c'était Mamie avec Fouki. Ça n'a jamais été forcé. Moi, j'ai fait un morceau chez moi, comme ça, j'ai un setup un peu comme ici, un petit ordi, un micro, je l'ai fait avec mon boy Momo. Le truc est resté, Momo, shout out, il est resté 6 mois dans l'ordi avant que Benny de Culture vienne, écoute quelques projets. Il me dit, hey, ça, c'est nice, je fais une compile. Est-ce que je peux voir ce qu'on peut faire avec? Et ça s'est fait tout seul, organiquement, tu vois. Là, récemment, il y a un an, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Château de Sable, qui est dans l'album. Ça, c'est avec Benny. Avec Benny Adam. Ouais. J'ai toujours aimé ce morceau-là. Il est sorti au Québec, ça quasiment, je te dirais, c'est un flop. C'est-à-dire, il y avait tellement peu d'écoute et tout. Mais un an après, grâce à Benny qui a pété au Maroc, il y a eu une nouvelle vie à ce morceau. Il y a eu des gens, ça a rejoint son public au moment où il fallait. Et des fois, on force des trucs. Je vois des gens, ils sortent des morceaux, ils vont faire 70 vidéos promotionnelles et tout. Le morceau lève pas. Bro, faut pas non plus enfoncer les choses dans la gorge des gens. Même si c'est important de tout faire, t'as créé quelque chose, t'as un magasin, faut que tu aies une belle devanture et tout. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que tu peux pas forcer le destin. Moi, je suis croyant et j'ai toujours cru ça, même pour des morceaux. J'ai fait un morceau qui s'appelle America avec mon bro Kobe, qui est pour moi un des meilleurs morceaux de rap que j'ai jamais fait. Great song. Et je l'écoute jusqu'à aujourd'hui et je kiffe de malade. Ça a pas fait le reach que je pensais que ça aurait. Ça veut pas dire que le morceau est pas bon. Ça veut pas dire qu'il l'aura pas dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais une fois que j'ai sorti mes trucs,
je laisse la chose vivre, tu vois. So, tu ne mets pas aucune pression, dans le fond, quand tu sors ta musique? Non, tu vois. Aucun expectation ou attente? Non, puis moi, j'attends qu'on me prouve le contraire. Tu sais, on me dit souvent, ouais, il faut que tu fasses plus de choses et tout. Je dis, montre-moi le gars qui a sorti une vidéo 3 jours et qui a pété uniquement grâce à ça. Yeah. Ben, ensuite, c'est la stratégie inverse qui va peut-être être faite. Big shout out à Benny Adam. Pour ceux qui ne savent pas, il y a son single Moki Amok qui est en train d'exploser. Ça a commencé, je pense, au Maroc et tout. C'est parti sur un trend. Ensuite, c'est vraiment en train de péter les frontières. Et c'est ça. Ensuite, là, il commence à faire des vidéos promo pour promouvoir son truc, mais c'est pas en mode hey, voici. C'est après que le son est pété que là, il fait vivre. Benny a fait un bête de morceaux. Et moi, il me l'a fait écouter il y a un an et demi. Je disais, c'est un de tes meilleurs. Je veux dire, j'écoute ça, je suis comme, si ça fonctionne pas, même, qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, c'est le public qui a accroché. Le morceau était là depuis 1 mois et demi. Il y a eu le public, mais oui, okay, le public, ça. Il y a eu quelqu'un qui a fait la vidéo au bon endroit, au bon moment, les étoiles s'alignent, boum. Tu commences à te dire, tu peux mettre le plus de chance de ton côté. Benny, on sait à quel point il travaille, à quel point il est talentueux. Mais à un moment donné, frérot, le public, la rencontre avec le public, c'est quelque part beaucoup de chance. Même si tu as mis tous les trucs de ton côté, tu peux pas garantir que ça va le faire. Benny, ça fait combien d'années qu'il fait de la bonne musique? Non, exact. Yeah. C'est là que ça a pété. Focus on what you do best à la fin. C'est quand il s'est mis à aussi expérimentaliser son style qu'il a aujourd'hui. Ben, son style qu'il a aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, c'est quand même... ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Qu'il travaille bien sûr. Puis je pense que tu l'as vu Cook, là. T'es très proche de lui. Ouais. Donc, de voir aujourd'hui des artistes qui ont grandi au Québec aller dans leur pays d'origine, puis voir que c'est là que ça marche pour eux. Et aussi, l'inverse, on voit beaucoup d'Africains. Shout-out à Yassi Tidan, ça fait quelques années maintenant qu'il est avec nous, qui est aussi proche de toi, que tu as fait des musiques avec lui. C'est un bon Seti. Est-ce que, même avec tes voyages, est-ce que tu te rends compte que est-ce que c'est un bocal ici? C'est quoi? Est-ce que c'est un problème de mentalité qu'on a? Est-ce qu'il faut qu'on voyage plus? Non, tu sais, là, tu parlais de Benny. Avant, nous, on vient de pays où quand on faisait de la musique de là-bas, on disait c'est la musique du bled, de façon péjorative. Je te parle même les Magic System, Premier Gaou. C'est un des premiers sons où il y avait des sonorités africaines dans la francophonie qui a pété. Mais on regardait ça un peu de haut parce que le seul objectif ou le seul modèle, c'était les États-Unis. Et c'était même beaucoup de gens de chez nous voulaient tout faire pour être comme les Américains. Je sais pas ce que je veux dire. Aujourd'hui, depuis Premier Gaou, mais aussi il y a eu des Burna Boy, etc., c'est devenu cool d'avoir des sonorités qui viennent d'ailleurs. Tout a été exploité aux États-Unis. Là où le terrain est un peu vierge, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, bientôt ce sera peut-être l'Asie, mais c'est là que les gens vont chercher. Avant, tous les artistes regardaient vers Londres, Paris, New York. Aujourd'hui, des gars comme Drake regardent ce qui se fait à Lagos au Nigeria, à Maputo au Mozambique, en Afrique du Sud, Lama Piano, oh shit, c'est quoi cette vibe? Ça vient de là-bas, tu vois. Et c'est juste à un moment donné, la musique, c'est un cycle, et là, on est dans ce cycle-là où les musiques, on va dire plus tribales, entre guillemets, deviennent à la mode, tu vois. Même les musiques arabes, ce genre de trucs-là, tu vois. Donc, est-ce que c'est tous tes voyages que tu as fait à travers ta télésérie, disons, Demain Afrique, que tu as fait cet album-là? Est-ce que ça t'a beaucoup inspiré? Ouais, ben, je voyage pas en me disant ça va m'inspirer, mais c'est sûr que toutes les rencontres que tu fais, tous les voyages que tu fais, ça t'inspire, tu vois. Genre, j'ai écrit un dimanche à Kigali, les premières lignes, je les ai écrites, j'étais vraiment à Kigali. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis jamais dit, oh waouh, je suis allé dans ce pays, il faut que je fasse un morceau qui ressemble à ça. Mais après, toutes les rencontres te nourrissent. Moi, je voyageais avant de faire de la musique et je voyagerai après avoir arrêté de faire de la musique, tu comprends? Les voyages, ça fait partie de ma vie. Donc, je fais ça pour me nourrir, pas juste au niveau musical. Voyager, ça te fait grandir, ça te met en contact avec des situations que tu n'es pas habitué, etc. Je trouve ça, c'est la meilleure des écoles de la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je voyage, là, je reviens d'un voyage, j'étais Brésil, Argentine, je suis allé dans le nord de l'Argentine, j'ai vu des trucs que jamais dans ma vie j'aurais imaginé voir, tu vois. Puis ça, c'est-tu toujours dans le cadre de ton travail ou des fois, c'est toi qui voyages par toi-même? Des fois, c'est moi qui voyage par moi-même, mais ce voyage-là, c'est dans le cadre de mon travail. Je suis allé là-bas parce que je prépare une série autour du foot à travers le monde. Et je prends des... Toi, j'ai l'impression maintenant tu peux offrir n'importe quel sujet puis à travers le monde. Non, parce qu'on parle toujours des projets qui ont abouti. Frérot, si tu savais le nombre de projets que je lance qui n'aboutissent pas, genre tu rigolerais, et ça reste des bonnes idées. Mais ça, c'était avec un ami à moi qui est acteur, qui s'appelle Marc-André Grondin. Pendant la pandémie, on était tous chez nous et tout, et on tripait, lui et moi, à s'envoyer des photos de terrains de foot isolés à travers le monde. Il disait, check ça, c'est au milieu d'un glacier, check ça, c'est dans le désert. Il disait, mais ça existe vraiment, ça existe pas. Et lui, il est comédien, mais il est acteur, mais il est aussi producteur. Puis il m'a dit, hey man, on devrait broder quelque chose autour de ça.
Et même moi, tu sais, quand il me dit ça, je suis comme, ben oui, bro, aller voir des terrains de foot à travers le monde, c'est un rêve. Alors, of course, je vais dire oui. C'est un cool projet. Mais après, il faut l'élaborer, il faut y penser bien, il faut savoir quel terrain on va voir. Tu sais, on n'a pas les moyens les plus infinis ou quoi. Mais pareil, frérot, on a écrit terrain de jeu, on a envoyé, puis ça a fonctionné, tu vois. Mais avant, en caméra off, tu me parlais du côté fatigue de tout le travail que ça ramène. T'es pas fatigué, là, tu sors d'un projet, là, on t'en propose un, t'es déjà reparti dessus, tu te fatigues pas toi-même au final? Ben là, tu me demandes maintenant, à l'heure où on se parle, je suis exténué, frérot. J'ai hâte de juste rentrer dormir. Non, mais pour vrai, ce voyage, il m'a fatigué, mais ce que les gens ne voient pas, tu sais, on me dit souvent, ah, tu vis le rêve et tout. Bien sûr, et chaque jour que je me lève, je dis Dieu merci, alhamdoulilah, genre je fais ce que j'aime faire, il y a personne qui me force à me lever, à faire tel horaire, etc. Pour moi, dans ma modeste place où je suis, j'ai réussi ma vie. Et je remercie le ciel tous les jours, tu vois. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que je pars pas en vacances. Je pars pas comme tu pars une semaine dans le sud ou une semaine à Paris, tu as choisi, tu fais ton horaire comme tu veux. Moi, j'arrive, par exemple, je suis allé en février aux Maldives. Ça a été, je pense, presque 48 heures de voyage parce qu'on a eu une escale de fou, un retard et tout. Bro, j'arrive là-bas, il y a 12 heures de décalage horaire. Moi, j'ai 4 jours avec une équipe pour faire 1 heure de télé. N'importe qui a fait des tournages dans sa vie, je te parle de vidéoclips, c'est quoi une journée de tournage. Fais ça x4, plus les voyages, plus pas dormir chez toi, plus pas bouffer ce que tu as envie de bouffer quand tu le veux. Ouais. Et peut-être que tu vas tomber malade, frérot. Moi, en Maldives, j'étais tellement décalé, à un moment donné, j'ai sauté une nuit. Au moment où je devais dormir, je dois me lever le lendemain à 6 h du matin. Il est 1 heure, je suis comme les yeux grands ouverts. Je suis comme, comment je vais survivre la journée de demain? Ce voyage en Argentine, après, on est à 4000 mètres d'altitude. À un moment donné, je sens mes oreilles, bro, je comprends pas ce qui se passe. Ici, ça gonfle. J'ai une amygdalite, mes oreilles bougent. C'est-à-dire, je fais des entrevues avec des gens que je n'entends pas. Wow. Mais moi, à la caméra, ça paraît pas. Parce que c'est mon travail de... l'invité, il n'a pas choisi d'être là à ce moment-là. Je peux pas retarder. Je dois livrer la marchandise. Tu as regardé Demain l'Afrique à Lagos. J'ai été malade de malade. Ouais, mais tu le vois pas. Parce que je me préserve. Boum, je tourne. Mais frère, je suis en sueur. Je suis pas bien là. Tu vois? Donc, c'est ça que les gens ne voient pas forcément. Donc, oui, c'est un métier de rêve. Dieu merci, j'ai de la chance de le faire. Mais je le sais aujourd'hui d'expérience, c'est beaucoup d'énergie à donner. Autant que toi, des fois, tu fais une entrevue, tu dois donner de l'énergie pour qu'on t'en redonne. Tu vois ce que je veux dire? L'entrevue est bookée, c'est un artiste qui vient d'étranger, tu n'as pas le choix d'être là. Tu comprends? Donc, c'est ça que les gens ne voient pas. Puis, en télé, vu que les budgets descendent de malade, on a de moins en moins de moyens pour faire les choses bien. Mais nous, on est des passionnés. Moi, je ne veux pas faire un épisode nul. Ça veut dire que toute mon équipe, on travaille beaucoup plus que ce qu'on est supposé travailler par rapport à la paye qu'on a. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, vite fait, on va naviguer entre l'album et les séries. Donc, ça va être un peu des questions de l'album. On va revenir parce que... Pas de problème. Donc, on te voit que tu présentes, que tu es là, que tu interviews tes invités. Mais est-ce que tu fais le montage? À quoi aussi? C'est quoi tes autres tâches? Ou est-ce que c'est juste ça? Ben, à chaque fois, tu vois, tous les projets que je fais en ce moment qui sont des séries documentaires, c'est mon idée originale. Donc, ça vient de moi. Souvent, je vais participer à la recherche. Où est-ce qu'on va, qui on interviewe, pourquoi, etc. Puis j'anime le show, tu vois. Donc ça, c'est mes 3 tâches principales. Après, dépendamment des projets, je peux faire d'autres choses. Demain l'Afrique, c'est moi qui fais la musique thème, par exemple. C'est Prince à New York avec Acetidon. Donc tu vois, c'est devenu la musique thème. Ça, c'est cool parce que tout se rejoint à un moment donné, tu vois. Puis j'ai aussi fait ce qu'on appelle de la post-prod. On rentrait, tu as fait 1 heure avec quelqu'un. Fait qu'il y a des bouts d'entrevue un peu partout. Ben moi, j'écoutais tout pour dire, OK, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Donc, c'est un peu comme du pré-montage. Ouais. C'est pas moi qui mets devant l'écran à monter. Il y a des monteurs pour ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais je vais avoir toujours un œil et un regard sur tout ce qui se fait. C'est important pour moi. Et quand tu fais tes voyages, tu pars seul? Vous êtes combien? C'est quoi l'équipe? On est 4. Donc, souvent, c'est le réal qui a aussi une caméra, 2 caméras, dont un gars qui fait le drone, et moi. C'est souvent comme ça qu'on voyage. Donc, tout le monde fait de la caméra sauf toi, dans le fond? Ouais. Okay. Mais tu vois, après, j'ai fait des projets très personnels, comme je suis allé au Liban en décembre, c'est pas encore sorti et tout, mais cette fois, je suis allé avec un ami à moi qui s'appelle Saad. Il a été down de m'accompagner. Là, on y va avec nos propres... Ouais. C'est ça, continue. Vous êtes allé au Liban, on allait nous-mêmes, etc. Genre, la recherche, chapeau tout, à part tenir la caméra, tu vois ce que je veux dire, même le son, etc. Puis au retour, OK, on va mettre tel invité en premier, c'est ces paroles-là qu'on veut entendre. Donc là, c'est plus un travail de réalisation. That's it. Ouais. Parce qu'on sait que une Madeleine de Proust, c'est le nom de ton album. Ouais. C'est un objet, un lieu
qui te ramène à un souvenir particulier, est-ce que c'est ça? Ouais, qui te ramène à ton enfance. En fait, Madeleine de Proust, c'est Proust, donc l'écrivain qui avait écrit ça. Lui, il avait goûté une madeleine, ou il avait senti une madeleine qui l'avait rappelé la madeleine de sa grand-mère quand il était jeune. Et ça lui a ouvert toute une porte de souvenirs. Et donc moi, dans l'album, chaque pièce est un peu inspirée soit d'une rencontre, soit d'un lieu, soit d'un personnage, qui m'amène à écrire un morceau. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est un album qui est beaucoup basé sur des souvenirs, de la nostalgie, autour de ces thèmes-là, en fait. Yeah. J'ai beaucoup aimé Caféo. Merci, bro. J'adore ce track-là, bro. L'affaire, c'est que quand on écoute ta musique, tu peintes les pictures tellement parfaitement, genre. On sent qu'on est là. Merci, mais les gars, Caféo, ça, faut que je le dise parce que je lui donne ce qui lui revient. C'est la première fois de ma vie. Benny Adam, ça fait longtemps que je travaille avec, OK? Et il me dit, à un moment donné, je me rappelle, on est dans un bar au Vieux-Port. Il me dit, et c'est rare que ça vienne de Benny, il me dit, tu vas venir au studio. Et cette fois, je veux pas que tu viennes parce que souvent, moi, je viens, mon morceau est quasiment prêt. Ouais. Même si la prod, on va la changer, j'ai écrit, j'ai mes refrains, tout est prêt. Tu vois, j'aime être carré pour pas perdre de temps non plus ni rien. Et là, il me dit, je veux que tu viennes sans rien en tête. Et je veux que tu me fasses confiance de A à Z. Wow, okay. Et si c'est pas Benny, moi, je suis quelqu'un de très contrôlant. C'est ça, mais t'es habitué à ta façon de créer aussi. Exact. Et Benny, il me connaît, tu vois. Et là, je lui ai fait confiance de A à Z. La prod, je l'ai juste écouté la faire. Là, il a sorti une mélo. Là, il m'a dit, OK, il faudrait poser à peu près comme ça. Écris les paroles. On a posé un premier verse, le refrain. Ça m'a pris 6 mois avant que Benny revienne, que j'écrive juste le deuxième verse. Mais tu vois, il y a des aventures comme ça aussi. Pour moi, c'est une aventure humaine. Et tout ce qu'on raconte dans Caféo... C'est vrai. Bro, c'est pas une blague. Je rejoins Benny sur Saint-Laurent. C'est la première phase. Je croise des potes sur Saint-Laurent que j'ai pas vu depuis longtemps. Benny, ça faisait longtemps. On va dans un café qu'aucun de nous n'avait jamais vu, ce café sur Saint-Laurent. On est comme, what the fuck, il existe. On prend un café. Il y a une fille qui est là. Elle a des yeux incroyables. Des yeux verts de malade. Et tu sais, sans parler, des fois, il y a un langage. Et bro, il y a un truc qui se passe. Il y a une électricité, quelque chose. Et au moment où je me dis, OK, je vais au moins lui demander c'est quoi son nom, ça, je vois un mec qui sort. Et ce mec-là, je faisais de la boxe avec lui il y a 2-3 ans, tu comprends? Et je me dis, ben non, les deux, ils sont ensemble. Mais tu comprends comment... Et tout ça, je rentre et Benny, je lui dis, OK, mais qu'est-ce qu'on fait et tout? Il me dit, ben on écrit ça. Je dis, quoi, on écrit ça? Il me dit, ben ce qu'on vient de vivre. Parce que Benny était là, il a tout vu lui aussi. Wow. Il me dit, tu vas dire tout ce qui s'est passé. Je dis, mais frérot, je déteste faire ça. Je dis pas, je prends un verre, je vais à droite, je vais à gauche. Il me dit, si, tu racontes tout ce qui s'est passé. Et je l'ai écouté de A à Z. Et même moi, ça m'a pris du temps à apprécier vraiment le morceau. C'est-à-dire, tellement c'était nouveau pour moi, tu vois. Et Café aujourd'hui, je l'écoute. C'est un de mes préférés à vie. Le gars, il l'a écouté. Hey, t'as fait une chanson sur ma meuf. Non, je suis même pas retourné au café. C'était vraiment... Is that the guy that was kickboxing with me? Non, mais c'est vraiment une histoire comme ça. Oui, tu vois, c'est une rencontre, c'est un truc. Même le son du synthé, il n'y a pas de refrain, en fait. C'est une mélodie qui joue. Et à la fin, aussi, les petites vocalises. Le refrain, c'est... Il y a quelqu'un qui me dit... Genre, en tout cas, c'est les paroles que je répète. Ouais, parce qu'il y a un moment où vraiment, il y a... OK, ouais. Après, il y a quelque chose qui me dit qu'elle a quelqu'un dans sa vie et ce quelqu'un dans sa vie, c'est ça le refrain, entre guillemets. Mais là-dessus aussi, moi, j'ai rencontré Barnev parce qu'il faisait son album, il avait besoin de gens qui écrivent, puis j'ai participé à deux de ses chansons pour l'écriture. Puis quand j'ai fait ce morceau-là, je me suis dit, il manque un miel. Et c'est là où j'ai dit à Barnev, viens juste mettre des chœurs derrière, tu vois. Et il est venu, il a fait 3 minutes de chœur. Après NKF avec qui je travaille, il allait choisir les bons. Puis ça a donné le morceau. OK, that's dope. Ouais. Il y a beaucoup de gros morceaux sur le projet, man, for real. T'as mentionné A Mary Cry. Ouais. J'adore le titre, premièrement. Il sait, parce que Kobe est là. A Mary Cry, mais c'est lui qui dit ça dans le refrain. Il dit I just want to get high pendant que la Mary Cry. Ouais. Et on n'avait pas de titre, mais je lui ai dit, mais c'est ça le titre. C'est A Mary Cry, tu sais. What a vibe, man. Comme Jersey. C'est comme Jersey, mais light, genre. Tu sais, c'est pas absolument heavy, genre. Too much in your face, mais c'est comme un vibe. Là. Absolument. Et ça aussi, c'est des trucs incroyables. La moitié de l'album, on l'a fait en 5 jours dans un chalet. Mais vraiment 5 jours. Ouais. Et je suis allé avec Kobe, NKF, Momo, Hicham, 2-3 potes à moi. Et après, il y a des gens qui sont venus en aller-retour. C'est-à-dire, il y a le gars qui a fait la prod d'A Mary Cry, il s'appelle Yannick. Un mec hyper talentueux. En fait, c'est dur de le voir travailler parce que ça a l'air trop facile. Mais je te dis, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi talentueux. Nous, on se prend la tête, on écrit un texte, le gars, il arrive, il te freestyle au mic et il explose le morceau, mais c'est du freestyle, vraiment. Et il te raconte ce qu'il est en train de penser, tu vois. Bref, ce gars-là a trop de talent et il vient pour une journée. En fait, même pas une journée, genre un après-midi.
Moi, je l'ai jamais rencontré avant. C'est NK qui me le fait rencontrer. Kobe, ça fait 2-3 fois qu'on se dit, hey bro, faut qu'on fasse un morceau, mais on n'a jamais rien forcé, tu vois. Mais humainement, ça clique. Et là, il met cet instru, puis moi, j'écoute, puis l'instru me plaît vraiment. J'ai jamais fait Jersey, mais cet instru, il m'amène autre part. Et je pense, après 30 minutes, il y a Kobe, il vient me voir, puis il me dit, hey, je crois que j'ai un truc qui marche bien. Et il me fait ces 2 textes, son refrain. Et moi, je suis comme, bro, c'est un des trucs les plus lourds que j'ai entendu de ma vie. Je peux pas, même à côté, ce que tu as fait sur la prod, tu vois. Les gars, on avait un sauna, ils vont faire du sport, ils vont dans le sauna. Et même, à un moment donné, je dis, il y a mes requins dans la piscine. Mais c'est vraiment, moi, je suis dans le chalet en train de flipper ma race, me dire, bro, c'est un morceau de dingue. Faut que je vienne à la hauteur de ce qui a été fait. Et j'écris des phrases comme ça. Et même quand on l'a enregistré, donc on l'a enregistré dans, je pense, 2 heures après ou 3 heures après. Genre, on l'a mis de côté, on l'a oublié. On a fait un autre morceau qui s'appelle DLC. Au final, Yannick n'est jamais rentré. Il est resté jusqu'à 10 heures du matin le lendemain. Et c'est vers 6 heures du matin, on réécoute American Rap et on est comme, waouh, c'est vraiment lourd. Et moi, je suis tellement dans ma... Bro, Kobe, t'as explosé le morceau. J'arrête pas de lui dire, frérot, si tu veux que je sorte du track, il n'y a aucun problème, c'est ton track, pas de problème. Et lui, il me dit, non, je veux que tu restes, c'est lourd et tout. Et après, on est pareil, gros. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité de partir avec un caméraman en Gaspésie parce que Kobe vient de Gaspésie. Puis on est parti à 4, pardon, avec NK aussi qui est venu en mode chiller avec nous. Puis on a tourné les images, puis Seth a fait le montage. Puis, Crazy. Mais c'est une belle pièce. Moi, j'aime beaucoup. Très belle pièce. Est-ce que tu peux parler de NK et nous dire c'est quoi pour les gens qui ne le connaissent pas, et aussi c'est quoi son apport sur ton projet? Ouais, NK, déjà, il a co-réalisé le projet. On co-réalise ensemble. C'est vraiment... il a chapeauté tout ce qui est enregistrement, mix, mastering. Tu sais, j'ai beaucoup plus de morceaux qu'il y en a dans l'album final. C'est aussi avec lui que j'ai fait les choix. Tu sais, l'équipe, elle est petite. Il y a moi, il y a Kobe, il y a Manu. Ça s'arrête à peu près là. Momo. Mais Momo, c'est un gars de famille. Maintenant, il a moins de temps qu'avant. Mais c'est vraiment très, très serré. Et NKF, en fait, c'est l'ingénieur son de PNL. Ouais. C'est une légende dans le rap français. Et moi, l'histoire que j'ai avec lui, qui est quand même particulière, comme quoi, tu sais, des fois, les étoiles sont alignées. En 2015, j'avais arrêté la musique avec mon groupe, c'est Dan Crew. J'avais un groupe pendant longtemps. Shout out. Ouais, shout out à Yous et Polo. Yeah. Et parce que sans eux, j'aurais jamais fait de musique. Et j'avais arrêté parce que ça me saoulait tout le côté, justement, faut faire des clips, faut se faire connaître et tout. Moi, j'aimais faire des morceaux. Tout le côté business, à part faire la musique. Ouais, moi, j'aime être dans mon studio, écrire, poser, rater, refaire une maquette. Et c'est ça que j'aime. Et bon, je fais mon premier morceau de l'album qui va devenir le premier dev, mon premier album, ça s'appelle Cosmos, sur une prod et tout. Et je venais d'écouter PNL et j'étais tombé amoureux de la sonorité. Et c'est la première fois de ma vie où j'écoute un morceau d'un groupe et je me dis, mais qui a mixé ça? Tellement, pour moi, le mix était surréaliste. Et je tape et je vois, c'est un gars qui s'appelle Nicolas Fèvre, NKF. Et je me dis, tu sais quoi? Parce que j'avais entendu, je sais plus qui, dans une entrevue, disait, ouais, t'as rien à perdre, faut essayer. Nan. Je vais sur Facebook, bro. NKF, je trouve sa page, je fais message. Salut NK, je m'appelle Sahel, je viens de Montréal, je commence un album, j'ai fait un morceau qui s'appelle Cosmos, j'aime bien. Est-ce que tu serais down de le mixer? Et puis comment ça marche? Frérot, c'est pas une blague là. Je me rappelle, je suis dans mon appart, j'ai envoyé le message il y a 1 heure. Je me dis, il y aura jamais de réponse. Mais au moins, je me sens bien de l'avoir fait. Ouais. Tu vois, ouais, absolument, le morceau, je kiffe, appelle-moi sur ce numéro. Je dis, mais c'est une blague. J'appelle, le gars il me dit, ouais, je sors d'une session avec Niska, MHD, j'ai écouté le morceau, je pense que je peux apporter quelque chose. Moi, il ne sait pas, mais moi, je suis impressionné, tu vois, moi, je suis pas bien. Et je lui dis, ok, mais comment ça marche, c'est combien? Et là, il me donne son prix. Et là, je reste silencieux, je dis, écoute, je vais revenir te voir quand j'ai des sous, parce que là, je peux pas, tu vois, puis c'est normal, c'est ton travail et tout. Et là, lui, il me dit, mais c'est cool, tu viens de Montréal, ça se peut que je vienne à Montréal. Ah, est-ce que tu connais Kujo? Ouais, Kujo, nanana. Bref. Fait que là, il me dit ça, je me dis, il va venir à Montréal un jour, peut-être je vais le recroiser. J'oublie, frérot. Je sors mon premier album, je fais tous mes trucs. Là, à un moment donné, on est à la pandémie et je sais plus qui nous invite, je pense que c'est Banks & Ranks pour une écoute d'un projet qu'ils ont fait ou d'un camp qu'ils ont fait. Moi, je sors pas beaucoup et tout, mais là, pendant la pandémie, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai du temps, je vais essayer de rencontrer le plus de nouvelles personnes que je peux et tout. J'arrive à cette soirée, frérot, et je suis tout seul. Je suis dehors, je fume, je bois un verre, et là, il y a un mec qui se pose à côté de moi, il s'appelle Nicolas, frérot. On est en train de poser, on se parle et tout. Et frérot, je sais pas pourquoi ça clique et on rigole pendant genre 1 heure, 1 heure et demie. Et à un moment donné, je lui dis, mais toi aussi, tu dois être dans la musique. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Et lui, très humble, il me dit, ouais, je suis ingénieur son, truc. Je fais, ok, mais t'as mixé qui et tout? Il me fait, des gens comme Booba, Damso, PNL. Et là, je fais, attends, Nicolas, NKF? Il me fait, tu me connais?
Je suis comme, mais bro. Je lui dis, passe-moi ton numéro. Et là, je lui montre le message qu'on a ensemble, tu vois. Ouais. Et ça a vraiment cliqué. Après, j'ai animé une émission sur Radio-Canada. Je l'ai invité. C'est là où j'ai rencontré Kobe, d'ailleurs. Et après cette émission-là, il m'a dit, tu sais quoi, je suis down de te faire mixer un morceau. Moi, je l'aurais jamais osé lui demander, comme pour vrai, tu vois, genre, je le mets sur un piédestal, puis je me suis dit, je veux pas... respecte son travail. Oui, puis trop de gens, je le vois, genre, viennent lui demander des trucs, puis moi, je veux pas être une autre voix en plus qui dit, hey, s'il te plaît, mixe-moi, puis que tu dois me rendre service, tu vois. Et c'est lui qui me propose de faire un morceau, et c'est drôle parce que c'est le dernier morceau de l'album, c'est le premier qu'on a fait ensemble, ça s'appelle Sans regret. Et donc, je suis allé là-bas, et je te jure, faut être, comment dire, c'est une grande leçon d'humilité de travailler avec NK, parce que je pensais que je savais rapper, ça fait longtemps que je rappe. Mais quand j'ai rappé devant lui et que j'ai compris tout ce que l'interprétation voulait dire, c'est-à-dire que je rappe mon verse sur le beat, il me dit, tu sais quoi, sors de la cabine. Fait que moi, je me dis, tabarnak, je suis nul, genre, qu'est-ce que j'ai fait, bordel. J'ai une chance de ouf et je suis en train de tout niquer. Et il me dit, rappe-moi le texte en acapella. Hop, j'ai jamais personne qui m'a dit, rappe-moi en acapella. Je rappe, il m'arrête, ah, tu vois là, le mot, on comprend pas bien, redis-le. Tac. Tout ça pour que... Là, je suis en train de donner des trucs que je devrais peut-être pas donner, mais non, mais c'est non, mais tout ça pour m'expliquer que l'interprétation, c'est très important. Et il m'a dit, tu vois, j'aime bien ce que tu fais, mais je veux qu'on travaille l'interprétation. Et donc, ça a été que ça, le travail. C'est-à-dire, des fois, je fais un verse, je vais le refaire pendant, je sais pas combien de temps, bro. Puis lui, après, il va me dire, OK, là, tu commences à l'avoir, j'efface tout ce que tu as fait avant. Ah bon, mais il y avait des trucs bien. Non, on s'en fout, on repart. Et maintenant, quand je pose tout seul, je pense à tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il m'a dit. Tu vois, il y a cette voix qui me dit, OK, ce mot-là, tu peux le mieux le dire. Et qu'est-ce que tu mets derrière? Et donc, beaucoup de gens qui ont enregistré avec Dr. Dre, ils ont comme des histoires similaires que ça. Exact. Que genre, la prononciation des mots et tout ça. Exact. Parce que nous, on est des gars de vibe. Et moi, j'ai toujours appris comme ça. C'est-à-dire, à l'époque, on fumait des joints, il y avait une instru, on freestyle. Oh, ça, c'est cool pour un refrain. Tu poses dans le mic, tu repars. Mais au final, c'est pour ça qu'on dit auteur, compositeur, interprète. Il y a des gens qui savent extrêmement bien interpréter. Ils savent pas écrire. Il y a des gens qui savent faire les trois. Mais le côté interprétation est aussi important que les autres. C'est pour ça que des fois, on écrit des bêtes de chansons, on va dire c'est Céline Dion qui doit la chanter. C'est la plus grande interprète, par exemple, tu vois. Je suis pas Céline Dion, mais vous comprenez l'exemple. C'est un putain d'exemple, c'est un bon... C'est vrai que c'est au niveau du coaching aussi, des fois, on sait pas c'est quoi l'apport qu'un bon ingénieur de son et tout. C'est là-dedans, puis Vas-y. Non, mais j'allais dire, je lui ai posé une question quand on était en ondes, lui et moi, quand je l'ai interviewé. Je lui ai dit, mais t'es ingénieur de son ou t'es producteur? Et NK, c'est un producteur dans le sens où il va produire le morceau. Oui, ça, c'est du... Qu'est-ce que tu parles? C'est il produit avec toi la chanson. C'est pas juste, il va prendre la voix, mixer, master. Tu comprends? Il va te... Ouais, mais là, t'es sûr, tu veux le dire comme ça? Ce mot-là, on est certain que c'est lui qu'il faut utiliser. Je comprends pas cette phrase. C'est ça que t'as besoin aussi. Production points. Ouais, exact. Et ça peut être déstabilisant. Est-ce que tu penses que c'est... Est-ce que, par exemple, quand t'es allé en Afrique, t'es allé sûrement allé dans de nombreux studios à travers le monde. Est-ce que tu vois cette même rigueur? La question que je me demande, est-ce que ici à Montréal, on est plus un peu posé, tu connais notre ambiance, comment on est, on laisse un peu... Est-ce que le niveau de travail est plus, disons, moins élevé qu'à l'extérieur? Est-ce que c'est le fait qu'eux sont plus rigoureux? C'est quoi qui fait la qualité? Est-ce qu'il est meilleur qu'un autre? Mais je pense que ça dépend de chaque artiste. À Montréal, on a des artistes incroyables. Tu sais, là, récemment, j'ai écouté l'album de Fouki, Cancan, Syl Cancan. Ouais, ça vient de drop, Ça vient de drop. Bro, t'écoutes l'album de A à Z, il y a une direction. Tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a un univers, il y a une proposition. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il y a quelque chose. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui travaillent très, très bien la musique. Tu vois, donc ça dépend vraiment des artistes. Et t'as des gens à l'étranger qui travaillent mal. T'as même des gens connus et reconnus qui travaillent pas super bien, mais ça a marché pour eux. Mais j'aime beaucoup le point que tu ramènes, le fait de la proposition. Parce que même un gars comme Chab, nommer là, les artistes qui fonctionnent ici au Québec, c'est vrai que c'est pas toujours... C'est la proposition artistique, le message. Même dans Madeleine de Proust, dans ton projet, on le voit, c'est quoi la proposition. On comprend que c'est un truc de voyage, d'introspection, aussi beaucoup d'amour. Et la cover, déjà, tu sais, on le voit que t'es devant la mer, c'est à Dakar, je pense. Ouais, ça, c'est fou parce que ma mère est née au Sénégal. Et moi, c'était la première fois que j'allais à Dakar. Et je savais même pas qu'on me prenait en photo. C'est Guillaume, avec qui je suis allé faire Demain l'Afrique, qui m'a pris en photo de derrière. Puis quand je pensais à me dire, OK, l'album va s'appeler Madeleine de Proust, j'ai écrit la pièce, qu'est-ce qui pourrait... Puis là, je me suis dit, mais je suis dans la ville de naissance de ma mère, je regarde l'océan. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Atlantique. De l'autre côté, il y a l'Amérique. Tu comprends ce que je veux dire? Et on a mis un reflet de moi enfant dans la piscine qui était juste avant. Fait que c'est tout ça qui fait que ça marche, tu vois. Mais la pochette, je sais que tout le monde
Pas tout le monde va la comprendre, mais pour moi, elle dit beaucoup de choses. Et ça, c'est dope. Ça lié le projet. À la fin, c'est ça, that's art. Là. Il y a toujours toutes sortes d'épaisseur. D'épaisseur, layers. Je voulais pas le dire en anglais, mais ouais, exactement. Ouais. Puis justement, comme qu'il dit, c'est vraiment un album où est-ce que on voyage avec toi, que ça soit dans les paroles ou même les instrus. Tu sais, tantôt, j'ai dit le Jersey, il y a du Amapiano, il y a des plus Afro vibes, puis il y a du straight hip-hop là aussi. Ouais. So, je trouve ça fire. Puis justement, dans la chanson Mary Cry, tu dis « On sera jamais à la maison, étranger pour toujours ». C'est Kobe qui dit ça. Ah, c'est Kobe qui dit ça? Ouais, c'est Kobe. Shout out pour Kobe. Ouais. Mais je cautionne toutes les paroles qu'il dit. Mais j'ai ce vibe-là aussi en général, où est-ce que tu es un citoyen du monde et tout. Vrai. Mais est-ce que MTL, pour toi, aujourd'hui, c'est home ou tu te sens encore comme « Ah, je veux finir mes jours ailleurs qu'à Montréal », genre? Ben, en fait, maintenant, parce que j'ai pris un peu d'âge puis d'expérience, genre, je me suis rendu compte que depuis que je suis jeune, j'essaie d'être libre. Et je ne veux pas, et ce qui me pose certains problèmes aussi, mais je m'attache pas à un endroit particulier, même si j'adore Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis allé en Argentine. Bon, je suis tombé en amour avec ce pays, je veux y retourner. Est-ce que je vais y aller, je vais vivre ou quoi? Je sais pas. Je vais aller là où les opportunités m'amènent, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas forcément un port d'attache. Puis ça, ma mère me le dit souvent. Elle dit, nous, on a tellement immigré. Ma mère, ses parents, c'est des Libanais qui viennent du Sud. Ils ont pris un bateau, ils se sont retrouvés à Dakar, Sénégal, comme d'autres Libanais se sont retrouvés au Brésil, à Terre-Neuve, whatever. Ils ont refait leur villa. Puis après, elle est allée au Niger. Puis après, à 45 ans, avec mon père, ils déménagent ici pour que nous, on ait une meilleure éducation qu'ils ont pu en avoir. Et elle me dit, on a tellement voyagé qu'on est bien partout et en même temps, on est bien nulle part. Ouais. Tu vois, c'est quoi la maison au final? C'est la famille que tu as rassemblée autour de toi, c'est les amis que tu as autour de toi, c'est ça qui fait la maison. C'est pas en tant que tel le bâtiment. L'endroit, ouais. Même si, tu vois, là, je suis allé au Liban en décembre, je vais dans le village de mon père et je suis comme, ce serait incroyable si ces gens d'ici, dont mon père, n'avaient pas eu à bouger de chez eux. Est-ce que je serais né? Est-ce que truc? Est-ce que... Mais, on se pose tous ces questions. Mais la richesse pour moi, et d'ailleurs je parlais avec un gars aux Maldives, on était sur l'océan Indien, c'est sûrement la plus belle entrevue que j'ai faite, c'est un pêcheur, il vient d'une île qui s'appelle Mahibadou. Elle est à 3 heures de bateau, 1h30 de bateau de la capitale Malé. L'île, frérot, tu fais le tour, je pense que c'est 2 km, c'est tout petit, beau, c'est tout petit. Les gens, je suis allé chez lui manger, il y avait l'arrière-grand-père, la grand-mère, le grand-père, les trucs et les petits-enfants. Le vieux, là, il a peut-être pas tout le bien matériel qu'on a ici. Il a peut-être pas la grosse voiture. Mais il est riche. Bon, il mange à sa faim. Ouais. Il est entouré de sa famille. S'il tombe par terre, il y a 15 personnes qui vont le ramasser. Nous, on est dans une société, on te dit, on est dans des sociétés développées et riches. Mais quand les vieux tombent, ils meurent seuls chez eux parce qu'ils peuvent pas se relever, appeler au téléphone. Et donc, c'est quoi la richesse et c'est quoi le développement? Et lui, quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu sais, j'ai peut-être pas tous les biens matériels, mais regarde où est-ce que je suis. Regarde ce que j'ai. Preach. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est la vraie richesse. Et nous, on est dans des sociétés qui nous éloignent de la vraie richesse. C'est fou, parce que exactement ce que tu dis de si quelqu'un tombe, 15 personnes vont venir... Comme la dernière personne qui m'a dit ça, c'était au Liban, genre, il y a très longtemps. C'est fou. Puis c'est ça, c'est la mentalité de... Où est-ce que la vraie richesse, c'est ça, c'est la famille. Exemple, là-bas, quand j'étais là... Hey, viens, on va aller chez mon oncle. OK, il habite en haut. Hey, on va aller chez ma mère, elle habite là. Ouais. Là, mon frère, tout le monde habite collé. Oui, puis quand tu vas chez l'oncle que toi, tu n'as jamais vu que tu viens avec quelqu'un de la famille, il t'accueille comme la famille. Ouais, tu fais partie de la famille. Comment tu veux dire? Non, c'est ça, c'est une different type of vision là, sur la vie. Là. Mais tout ça pour te dire que je suis très attaché à Montréal. Est-ce que je vais mourir ici? Je sais pas, bro. Ben, bro, parce qu'il y a M-Town aussi là, sur l'album. Absolument. Là. Mais Shout-out Fouki, Impost aussi. Absolument, les gars ont tué le morceau, vraiment. Mais tu vois, comment je pourrais dire ça? M-Town, Montréal, ça fait partie de mon identité. Ouais. Mais est-ce que ça définit toute mon identité? Je sais pas. Et est-ce que je vais finir mes jours là? Je sais pas. Mais c'est la ville qui m'a vu grandir. C'est la ville où j'ai fait du rap, où j'ai voulu venir faire de la musique. C'est ça, ouais. Je prêche pour ma paroisse. J'ai une casquette Les Expos. Là, comment, là? Je te dis pas ça. J'aime beaucoup, tu vois. Mais je suis pas en mode genre à la vie, à la mort. Je sais pas où est-ce que je serai dans 5 ans, même peut-être avant. Tu sais. Et donc, quand tu voyages est-ce que tu parles de Montréal? C'est quoi les commentaires qui reviennent le plus souvent quand tu dis... Ça dépend où t'es, mais tu vois, en Afrique, c'est toujours Canada, man, it's cold, man. Genre, surtout quand je parlais avec des gars du Mozambique et tout. Mais les gars, tu sais, c'est con, hein. On connaît le Canada grâce à des gens comme Drake quand t'es dans la musique, par exemple. Big time. Tu vois ce que je veux dire? Fait que les gars, pour eux, le Canada, c'est Toronto. Là, tu dis, non, moi, je viens de Montréal, ça parle français, etc. Mais l'image qu'ils ont, c'est que les States sont plus froids, tu vois. Et c'est beaucoup, en tout cas, moi, les gens qui me partageaient des trucs liés à Toronto. On connaît beaucoup Toronto, beaucoup moins Montréal. Les francophones connaissent Montréal. Ouais. Non, mais c'est normal aussi, tu sais, comme...
il y a des superstars là, qui viennent quand même de Toronto, là, qui sont actifs en ce moment. Exact. Mais puis toi, exemple, tu sais, je sais que tu fais vraiment la musique par passion, c'est quelque chose que tu aimes faire, mais j'imagine que, tu sais, en faisant les collabs avec les Impost, les Fouki, les Benny, Cétidon, tu es quand même connecté à la scène montréalaise. Comment tu vois, tu es quand même un vétéran, tu l'as vu évoluer. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est en santé? Est-ce que ça pourrait être mieux? Comment tu vois ça? Ben déjà, je trouve qu'on a des producteurs incroyables. Ouais. Et je trouve que les producteurs à Montréal soutiennent la scène. Des artistes incroyables, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Mais man, moi, tu sais, je suis rendu à un âge dans ma vie où je dis jamais j'aime ça ou j'aime pas ça. Je suis comme, encore une fois, on revient, il y a une proposition. Ouais. Si tu es sérieux dans ta démarche, si tu travailles ton art, c'est pas moi qui vais dire j'aime pas. Combien de gens ont dit à du monde j'aime pas et le gars est devenu. Non, je suis d'accord. Moi aussi, il y a beaucoup de choses qui marchent aujourd'hui. Que moi, je vais être comme, OK, moi, personnellement, je sais pas, mais... Ouais, fait que j'écoute beaucoup de choses et je me dis, tranquille, mais si le gars est sérieux dans ce qu'il fait, etc., tant mieux pour lui. Puis, ce que je peux dire, par contre, c'est que je trouve que des propositions vraiment originales, tu sais, des gens qui viennent, puis que, tu sais, t'as nommé les Mike Shab, même Roger, je vais pas écouter sa musique, mais je sais qu'il fait son truc. Ouais. Et je respecte ça, tu vois ce que je veux dire? Il y en a pas beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui ils veulent suivre des trends. À un moment donné, il y a eu la drill, tout le monde a fait de la drill. Ouais. Là, à un moment donné, il y a eu ça, tout le monde va faire. Puis c'est comme, non, les gars, faites vos trucs. Et ceux qui font leurs trucs, je trouve que ça marche assez bien pour eux, tu vois. Ouais. Puis moi, je fais plus de la musique en mode survie. Il faut que ça marche en musique pour que je vive ma vie. Mais depuis que je suis en mode, je fais de la musique pour ce que c'est-à-dire pour faire un morceau dont moi, je suis fier que dans 10 ans, si je réécoute, je me dis pas, j'ai mis une parole, mes nièces, elles ont grandi, qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Ben, ça fonctionne, beau. Puis c'est un bon à côté. Puis ça me permet de vivre des expériences incroyables. Que ce soit rencontrer NKF, Kobe. Puis c'est en le faisant for the love of it. Exactement. Et même, tu vois, jamais... Regarde, j'étais au Niger, j'étais jeune, j'écoute La Vitineg de Mouzaïen. Tellement j'étais dans la culture francophone française, je pensais que c'était un groupe de France. Je savais pas que c'était Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai compris que c'était Mouzaïen. Est-ce que tu penses que dans ma vie, je suis au Niger, je vois un clip de ces gars-là, je me dis un jour, moi, sur mon album, il va y avoir quelqu'un comme Impost dessus. Crazy. Donc moi, dans ma petite carrière, moi, j'ai réussi ma carrière musicale. Mais exact, but that's what it's about. Comme c'est ça que souvent les artistes, ils oublient quasiment que genre, that's what it's about. C'est d'arriver puis avoir le respect de tes pairs, le monde avec qui tu travailles. Puis... Mais c'est vrai que 80% de ce qu'on a dans le bassin, c'est des gens qui sont peut-être trop égocentriques, centrés sur eux-mêmes et qui veulent juste le fame, alors que ceux qui réussissent au final à... Tu sais, c'est comme dans Game of Thrones, c'est celui qui finit sur le trône, c'est celui qui le voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, peut-être que les gens vraiment qui réussissent, c'est à travers la quête, c'est à travers tout ça, c'est dans le naturel, dans l'humain. C'est aussi là, je vois que tu es vraiment fort dans tes documentaires, comment que tu présentes. On sent cette certaine empathie, cette empathie, on ressent cette proximité. J'ai l'impression que les gens te font confiance. Et c'est là ma question, c'est déjà de comment tu trouves les gens. Comment tu les approches et est-ce que c'est toujours facile? Est-ce que des fois, il y a des complications à ce niveau-là? Mais ça dépend des projets. Mais tu vois, moi, depuis 5 ans, je vis ma vie en mode c'est que de l'énergie. Tu vois, là, je suis venu au podcast. Vous me donnez de l'énergie, je vous en redonne. Et je trouve que dans tous les métiers artistiques, il y a beaucoup de psychologie dedans. C'est-à-dire que des fois, là, je me retrouve face à quelqu'un qui n'a pas envie d'être interviewé, il va pas te le dire, mais les caméras l'impressionnent ou quoi. C'est mon travail, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en 5-10 minutes de le mettre à l'aise. Et donc, j'ai appris, parce que j'en ai fait beaucoup, à genre jauger un peu l'énergie des gens et à m'adapter à l'énergie. Tu vois, comme là, je te parlais de l'Argentine. Je vais dans le nord de l'Argentine. Je vais dans une province qui s'appelle Jujuy. C'est patrimoine de l'UNESCO. On appelle ça la montagne des 7 couleurs. Il y a vraiment 7 couleurs dans la montagne. Et il y a un terrain de foot qui est là au milieu de nulle part, bro. Le président de ce club-là, c'est un gars du coin, c'est un autochtone. Il fait du vin avec sa femme et il s'occupe de ce club de foot. Mais c'est un gars modeste. C'est pas un gars multimillionnaire. C'est pas un gars qui aime les caméras et tout. Et bro, il arrive et au bout de 5-10 minutes, mon équipe me dit « Ouais, tu sais, il est un peu froid et tout. » Et je suis comme « Non, en fait, c'est juste nous qui sommes pas d'ici, tu vois. C'est à moi de m'adapter à ce mec-là. » Et donc, pendant 1 heure, c'est pas une blague ce que je te dis, avant que les caméras tournent, les gars étaient en train de faire des images d'un match. Je me suis posé avec lui et j'arrêtais pas de lui poser des questions. Et en espagnol, je pouvais interagir avec lui. Et je sais que j'ai réussi mon travail quand, après 1h15, on est posé, bro. Là, je suis comme, j'ai épuisé toutes mes questions. Ouais. J'ai plus rien à lui dire. Genre, il sait qui je suis. Je vais regarder le match, comme je savais, tu vois.
Et il se retourne vers moi et il me dit, mais toi, tu viens d'où? Et à partir de là, bro, you got him. Ouais. Mais c'est pas je l'ai eu pour l'avoir. Non, c'est mais juste, dans le on sens... a créé la connexion. Exact. Tu vois, si tu arrives avec la mentalité nord-américaine, il est 8h05, à 8h07, on a fini entrevue. Bon, ce qu'il m'a donné à la caméra après, tu l'as pas à ce moment-là. Tu l'aurais jamais eu si... Voilà. Je vais une semaine plus tard à New York. Frérot, New York, j'ai même pas besoin d'être là. Tu mets une caméra, tu mets rec, tout le monde est un personnage de film, frérot. Le gars anime à ma place. Je suis en train de faire le gars, il me dit, no, wait, Sal, we're gonna do that. Je suis comme, wow, man. Si j'avais que des gens comme ça, c'est facile, ce métier. Mais le métier, c'est de s'adapter à chaque réalité, à chaque personne. L'Afrique, pourquoi moi, je suis fier de ce projet-là? Je sais que, bon, tout le monde est remplaçable. Tu meurs demain, quelqu'un va te remplacer sans problème. Mais je sais que ce projet-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu le faire aussi bien que moi parce que je viens de là-bas, parce que je connais la mentalité des gars et parce que je sais que partout, tu vois, on va un peu tester. Surtout si c'est des gars de mon âge, des gars qui ont du swag. Dire, yo, who the fuck are you, tu vois? À Lagos, à l'époque, je fumais la cigarette. Mon équipe est en haut en train de préparer le setup. Je descends, frérot. Je fume une clope. Il y a comme 3 jeunes du quartier qui viennent. Puis le Nigeria, ça peut vite... On appelle ça la jungle urbaine. Lagos, c'est pas pour rien, tu vois. Et les gars commencent à me tester. Je leur sors 2-3 mots en Hausa. Et à Hausa, ça se parle au nord du Nigeria, au sud du Niger. J'avais encore quelques mots. Les gars, ils me regardent. OK, mais tu viens d'où? Je lui montre mon passeport, je suis né à Niamey. Boum. Donc, ça crée quelque chose que je sais que pas beaucoup de gens auraient pu créer. C'est comment qu'ils te testent? Si les gars viennent te tester et t'es comme, ah non, je viens du Canada, je viens faire de la télé. Frérot, tu vas te faire manger. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est comment qu'ils te testent? C'est quoi ils disaient, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'était en mode, ils sont venus agressifs vers moi. Tu connais la vibe des gars. Tu peux sentir, hey, t'as une cigarette, t'as un truc et tout. J'en sors une, il y a un autre, il me demande. Je dis, bro, j'en ai donné une, débrouillez-vous les gars. Moi, je suis pas une pute. Et pareil, au Brésil, ça c'est fou. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis avec mes gars, on a une journée de congé. On va à Copacabana. On a couru, c'est la seule journée de congé. Je lui ai dit, les gars, il faut qu'on court et tout. Ça, moi, j'aime ça courir. On fait 8 km et demi, il fait chaud de malade et on doit rencontrer quelqu'un qu'on n'arrive pas à rencontrer. Ça fait 40 minutes, on marche. À moi, je dis, les gars, on va boire quelque chose, je vais m'évanouir. Fait que un des 3 avec qui j'étais propose d'aller payer les jus. Cette fois, c'est lui qui prend la tournée. Frère, un jus là-bas, là, c'est, allez, 5, on va dire 10 réals. 10 réals, c'est divisé par 4. C'est quoi, $2. En tout cas, c'est rien. Et on est à Copacabana, c'est très touristique. Et là, le gars se retourne à un moment donné, on reçoit les jus, incroyable. Moi, j'ai pris un jus de la passion, l'autre de mangue, incroyable. On se retourne et le gars, il dit, waouh, c'est cher, 60. Surtout, je fais, ah, ok, 60 réals. Je calcule dans ma tête, je me dis, ok, ils ont mis 20 réals, on est 3 jus 20 fois. Ouais. Ça fait 60. Ok, on s'est fait avoir, mais c'est touristique. On est dans une terrasse, un resto. Je comprends, tu vois. Pas la fin du monde. Ouais. Je bois mon jus, je me casse. On arrive à la plage. Ça fait 1h30, là. Il dit, hey, tabarnak, c'était cher, hein. Je fais, ben, tu m'as dit 60, ça va, c'est 20 par chèque. Il dit, non, 60 par personne. Ah! Et là, je dis, quoi? 60, je t'explique, un plat là-bas, steak, riz, salade, jus, t'es à 40, 45. Wow! Comment le jus qui fait ce verre, que c'est un fruit que, bro, tu as broyé, tu vas me faire payer 60? Moi, frérot, il fait chaud, on est à la plage, je suis comme, bro, il y a quelque chose qui vient me chercher. Je peux pas prendre le disrespect. J'accepte pas. Bro, je suis pas un white. Je suis pas un babtou, frérot. Je suis pas un gringo. Et je dis, les gars, faites ce que vous voulez. Moi, je vais récupérer l'argent. Je vais là-bas. Et ce qui est bien, c'est que j'avais parlé avec un Argentin qui était dans le bar. Je lui avais dit, je vais revenir, t'es cool et tout. Tu sais. Il avait vu que j'étais un mec nice. On avait genre bounce tous les deux. J'arrive et parce que... Bounce, baby, rebondit. Ouais, non, mais j'arrive et je vois que les affiches genre en mode 40 un steak, 40 un poisson. Je suis comme, mais plus on avance, plus je suis en train de m'énerver. Tu commences à t'énerver. Et je rentre dans le bar, frérot. Même moi, quand je repense à la scène, c'est drôle. Je fais, hey bro, tengo un problemo. Tu sais, je lui dis hyper fort et tout. Et frérot, j'ai tellement crié avec, il voulait pas rembourser. À un moment donné, tellement j'ai expliqué, je lui dis, frérot, t'es en train de me niquer mes vacances. Je suis pas un gringo. Tu te fous de ma gueule. Tu sais qu'on se fout de ma gueule. Tu me dis, appelle la police. Je vais pas le faire. J'ai pas de temps à perdre. Mais toi, t'es une merde. Et j'arrête pas de lui, tu vois. Frérot, au final, il nous a payé les repas aux 4. Il nous a donné des jus aux 4. Et c'était réglé. Mais tout ça pour te dire que, genre, je peux m'adapter. Et tu peux pas me la faire à l'envers, peu importe où est-ce qu'on va être. Tu vois mais il faut que tu aies cette mentalité, je pense. Surtout, tu vas à tellement de places différentes où est-ce que t'as pas le choix de t'adapter, puis t'as pas toujours le temps, right? So, t'as pas le choix. Mais exemple, tantôt, tu nous parlais du documentaire que tu préparais au Liban et ces choses-là. Quand tu vas et tu fais ces genres de documentaires-là, est-ce que c'est difficile de garder ton côté journaliste, ton côté professionnel? Parce que
je veux dire, ça doit être difficile des fois d'écouter ces histoires-là et ces témoignages-là des gens avec qui tu t'assois. Oui, mais moi, je me suis jamais vu comme un journaliste. Et ça, j'ai une démarche journalistique, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai jamais considéré que j'étais journaliste. Genre, comment te dire, moi, aller chercher l'information, non, moi, ce que je suis allé faire au Liban, c'est parler à du monde. Ce que je suis allé faire en Afrique, c'est parler à des gens. Oui, mais tu documentes. Absolument. Non. Après, je suis sérieux. Je fais mon travail comme vous. Vous recevez quelqu'un. Je sais que vous écoutez l'album. Vous regardez ce qui a été fait. C'est normal parce que, encore une fois, tu donnes de l'énergie. Tu veux pas te foutre de la... Si tu te fous de la personne en face, elle va s'en rendre compte. Elle va se foutre de ta gueule aussi. Donc, moi, je prends ça au sérieux. Mais c'est toujours en mode... tu vois, au Liban, je savais pas ce que j'allais chercher. Et même, ça m'a mis en pression à un moment donné. Tu vois, parce que je me dis, bah, OK, mais je suis là. Je suis en vacances. Je fais quoi exactement? Qui je vais voir? Et toi, t'es allé vraiment freestyle, genre? Ouais. Je me suis dit, je vais parler à des vrais Libanais, Libanaises de partout, de toutes les confessions, et je vais tout faire sauf leur parler de la guerre. Parce que tout le monde leur parle de la guerre. En fait, ce que j'ai toujours réussi à avoir, je pense, dans mes projets, c'est un angle. L'Afrique, tu vois, on en parle avec les safaris, les guerres, la pauvreté. Ouais. Moi, je suis allé en disant, l'Afrique, je vais vous parler des villes urbaines, jeunes, et tournées vers l'avenir. Si je te dis, il y a un problème, genre, l'écologie, c'est dur ici, je te présente le gars qui a la solution. Tu vois, juste pour changer l'angle. Ça ne veut pas dire que la misère n'existe pas. C'est dope. Mais c'est juste pour changer un peu l'angle. Shout-out au gars avec le casque vert. Ouais, tu connais Abidjan. D'ailleurs, il y a un mec qui se fracasse en vélo pendant qu'il me dit... Je me demandais si c'était monté ou c'était... Non, bro, j'ai failli me faire tuer par un mec en vélo. Il est tombé juste à côté de moi. Parce que je suis dans une entrevue avec quelqu'un qui dit c'est important de mettre un casque et tout. Ici, les gens respectent pas. Et je te jure, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne. Je vois un mec qui arrive à... Genre, je sais pas à combien. Il se fracasse la gueule devant nous, tu vois. Il est parti comme si de rien n'était. Ouais, je sais. Mais lui, il a dû voir les cas. Il s'est dit non, je peux pas me... Tu vois, je me suis levé. J'ai mal, mais je vais pas pleurer. Ouais. Je keep, comme on dit à Abidjan, tu vois. Mais ouais, non, tout ça pour te dire que genre, je suis allé à la pêche et au final, je rencontre des gens. Et quand je te rencontre et qu'on se parle, je te regarde dans les yeux et je t'écoute vraiment. Je suis pas en mode, il faut que je pose une question. Je vois beaucoup de gens, je les entends poser la question, mais ils écoutent pas la réponse. Non, je te filme, mais quand t'es là, puis t'écoutes, puis tu les regardes, puis tu feels qu'est-ce qu'ils te disent, okay. c'est quand même lourd. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Ouais. Chaque fois que j'ai eu des périodes plus creuses où de me dire, waouh, c'était après le travail. Okay. C'est-à-dire, je rentre à Montréal et j'ai une semaine de flottement de me dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est là, je suis dans un autre univers parallèle. Là. Mais c'est ça. Parce que tu vas tellement de place en place que des fois, peut-être que c'est plus tard que ça te hit, mais c'est quand même quelque chose. Man. Ouais, c'est plus tard. Puis tu vois, même quand j'avais fait le premier documentaire sur la radicalisation, on allait en Turquie, puis ensuite en Irak, en Syrie, quand c'était quand même un peu chaud. Sur le moment, t'entends plein de trucs, genre lui, ici, il s'est fait shot, faites attention quand vous allez là, il y a des gars de Daesh qui ont la... Mais c'est arrivé à Montréal que, je suis dans un bar, tu vois les gens, puis boum, ça vient me frapper, tu vois ce que je veux dire? Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais c'est pour ça que je fais beaucoup de sport et que l'équilibre mental, il est hyper important aussi. C'est pour ça que je fais de la musique aussi. Moi, la musique, ça me... Quand je fais du sport, quand je fais de la musique, j'oublie tout le reste. C'est important d'avoir cette balance. Ouais, je pense. Il y a des gens, c'est du yoga, d'autres, c'est la prière. Il y a plein de façons d'y arriver. Il y a une question que je voulais te parler un peu au niveau politique, mais on va la garder pour le côté Patreon. Donc, toutes les gens qui vont vouloir rentrer un peu dans des sujets un peu plus hard, on va y aller quand même assez fort ici, mais on va garder ça pour la section Patreon. So, n'hésitez pas de vous abonner. Sinon, demain, l'Afrique, c'est un sujet sur le futur et tout, mais comment est née cette idée-là? C'est comment que tu as vendu ça et est-ce que ça a été facile à vendre comme sujet? Non, j'ai eu un producteur qui m'a appelé une fois, qu'il avait vu les trucs de Youssef, qui m'a dit « Bro, si t'as des idées, viens ». Moi, encore une fois, j'ai jamais voulu faire ce métier, j'ai appris sur le tas. Je savais même pas comment ça marchait. Et je lui ai dit « Ok, dès que j'aurai une idée ». Et je me retrouve à un moment donné où j'ai pas de travail. Je suis vraiment entre des contrats. Moi, je suis pigiste. Demain, ça peut s'arrêter, ça peut continuer, ça dépend. Et je suis au café et je me dis « J'ai toujours voulu faire un truc sur l'Afrique. Toujours, parce que je viens du Niger. J'ai toujours voulu faire un truc, genre montrer un peu le côté... Arrêtez de prendre les gens de « Ah, les pauvres petits Africains qui s'en sortiront jamais ». C'est pas ça la mentalité là-bas, bro. C'est que des guerriers, tu vois. Et je me dis « Mais je suis pas assez connu, ils vont jamais accepter que ce soit moi qui sois à l'animation ». J'ai fait un projet qui s'appelait « Mon Afrique », où je prenais des personnalités québécoises originaires d'Afrique, genre Boucar Diouf, et je le ramenais dans son Sénégal. C'était ça l'idée. Je présente l'idée à TV5, et ils me disent « L'Afrique nous intéresse beaucoup, mais on veut pas de vedettes ». Je suis comme « Ok, tant mieux ». Fait que c'est là où j'ai pensé demain l'Afrique. Je vais à la rencontre de la jeunesse urbanisée du continent, la jeunesse qui est porteuse d'avenir et de solutions, plutôt que le contraire. Et on fait 10 villes différentes. Au lieu de faire 7 villes francophones, je vais essayer de faire un peu de tout, tu vois. Et ça a pris, entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je tourne,
7 ans, parce qu'à un moment donné, il y a eu... 7 ans? Ouais, parce qu'il y a eu la pandémie, puis je vais te raconter un truc de dingue. La première entrevue que j'avais bookée, et ça, genre, j'avais trouvé cet artiste-là, aussi avec ma collègue Maud Paquette qui faisait la recherche là-dessus, c'était Rema, frérot. Rema avait 17 ans. Il venait de sortir 2-3 sons, et j'ai dit, gros, ce gars-là, il va tout péter. Et on contacte son équipe, eux, ils sont jeunes. Ils sont comme, waouh, il y a une télé canadienne qui veut nous voir. Ils n'ont pas encore blow-up, là. Bien sûr, vous venez quand à Lagos? 17 avril, on est là le 18 avec vous toute la journée. Fait que moi, j'allais en studio avec Rema. Et la pandémie est arrivée le 15 mars. Donc, le voyage a été retardé. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Rema explose à travers le monde. Il nous a jamais plus répondu de sa vie, tu vois? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passait aussi pendant la pandémie? J'ai une amie qui m'a présenté Inosbe, le chanteur congolais. Je tombe amoureux de sa musique et je suis comme, bro, si je vais à Kinshasa, je dois parler à ce mec-là. Et on lance des trucs dans l'univers. Et je me suis retrouvé... La chanson que j'ai kiffée pendant la pandémie, je me retrouve dans le studio, le gars m'ouvre la session. Il dit, ouais, c'est ça qu'on a pris, on a pris la guitare ici, truc. Donc, des fois, il y a des rêves aussi qui se réalisent, tu vois. C'est... Plus grande capitale au monde, Kinshasa, francophone. 17 millions d'habitants. C'est plus que Paris. Les gens, ils savent pas ça. Si tu perces au Congo... tes views oublient, frérot. Si tu as 17 millions de personnes qui t'écoutent, tu comprends? C'est des chiffres C'est bon de mentionner ça parce qu'il y a une fixation sur la France, genre, tu sais, mais il y a beaucoup d'autres gros marchés. Ouais. C'est le premier épisode de Malafrique. De Malafrique. Est-ce que c'est le premier pays où tu t'es rendu? Non, le premier que j'ai fait, c'était... Le premier pays, c'est Côte d'Ivoire, je pense. On a fait Côte d'Ivoire, Sénégal. On est revenu. On a fait 3 autres pays. Tu sais, on a fait 4 voyages, en fait. Ben, c'était le 5e que j'ai fait. OK. Ouais. Après, tu fais les épisodes, puis tu dis, OK, qu'est-ce qu'on présente qui reflète bien la série? Pour que les gens rentrent dans le truc, puis aient envie de voir tous les épisodes, tu vois. OK. Ouais. Parce que Inosbe, c'est un artiste de Goma, c'est ça? Il était né à Goma. De l'Est du Congo, là où il y a le pire conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est des millions de morts. Et personne n'en parle. D'ailleurs, en ce moment, il y a encore c'est la merde. La merde, comme on dit. Soudan, Congo, Palestine, ouais. Est-ce que tu le ressens quand tu arrives là-bas? Est-ce que c'est des réalités que, par exemple, quand tu parles de Goma, des conflits, est-ce que, par exemple, quand tu étais au Congo, tu as senti ça un peu ou... Mais j'ai beaucoup lu sur ce qui s'est passé dans le Kivu, la guerre là-bas. Donc, je savais la réalité là-bas, mais je ne suis pas allé là-bas. Par contre, je rencontre un artiste qui vient de là-bas. Kinshasa, tu as la moitié des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et pourtant, c'est très, très riche. Tu as des milliardaires aussi là-bas. Et là où les endroits les plus violents que j'ai vus dans ma vie, c'est pas les endroits les plus pauvres forcément, c'est les endroits où il y a le plus d'inégalités au même coin de rue. Un gars très très riche, un gars très très pauvre. Là, ça crée de la violence, en tout cas dans mon opinion. Mais quand je croise Inosbe, ça aussi c'est intéressant. Je lui dis, bro, tu viens du Kivu, tu viens d'une région de malades où les gens se font tuer, les femmes se font violer, c'est utilisé comme arme de guerre et tout. Et ta musique, elle est joyeuse, elle est positive. Et il me dit, mais frérot, quand t'es né dans la merde, est-ce que tu as envie d'écouter quelqu'un qui dit « je suis dans la merde » Et quand il m'a dit ça, j'ai fait « mais absolument, il a raison ». Et c'est pour ça que beaucoup de gens m'écrivent en ce moment pour la Palestine et me disent « je déprime, qu'est-ce qu'on doit faire ?» etc. Et je suis comme « bon, si tu rajoutes tes larmes à ceux des Palestiniens, ça va pas aider personne. » Nous, on a la chance d'être dans un pays qui se fait pas bombarder. Tu as la chance d'avoir une voix, tu as une plateforme. Parle, sois positif, prêche ton message avec amour. Parce que tu vas rejoindre plus de monde que si tu le prêches avec haine, avec colère. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais moi, j'ai choisi cette voie autant que je peux. Des fois, bro, tu vois des trucs, ça t'enrage. Mais il faut, je pense, rester le plus positif. Puis, ces gens-là qui commettent des génocides ou des guerres comme ça, ils veulent diviser les gens. Donc, moi, c'est faux que je vais pas aimer des Israéliens ou des Juifs parce qu'ils ont un gouvernement de merde. Tout comme j'ai pas arrêté d'aimer les Américains ou d'écouter leur musique parce qu'ils avaient un gouvernement qui envahissait l'Irak ou l'Afghanistan. Tu comprends ce que je veux dire? J'essaie de faire la différence entre les deux. C'est important. Et moi, si je tombe dans le mal comme ceux qui sont en train de perpétrer ce mal, je suis pas mieux qu'eux. Si moi aussi j'appelle à la haine ou à la violence ou à tuer des gens, j'ai complètement foiré en fait. Est-ce que tu trouves que les artistes qui ont une responsabilité genre d'adresser ce genre de choses-là? Moi, tu vois, ça m'a beaucoup fait rire de voir beaucoup de gens, pas juste dans le milieu artistique, mais même médiatique où je suis, prendre position sur tout et rien depuis le Covid jusqu'à Black Lives Matter et tout ça. Ouais. Mais que quand c'est arrivé à la Palestine, ils ont fermé leur gueule. Et j'ai lu une phrase de Martin Luther King récemment qui m'a choqué, ou en tout cas qui m'a fait « waouh, c'est vrai, c'est ça ». Il disait à la fin, on se souviendra pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Et moi, c'est ça que je vais retenir quand tout ça va être fini. Parce que des gens qui parlent pas en disant « ah, ça m'appartient pas et tout »,
Bon, si tu n'es pas capable de dire il y a un génocide, c'est grave. Après, des gens qui s'expriment sur rien et qui ne le font jamais, je leur en veux pas. Ouais. Mais si tu t'exprimes sur tout et que tout est un scandale, mais que quand tu arrives à là, tu dis « Ah ouais, mais ça, c'est trop, c'est compliqué, c'est touchy. » Ouais, ben, en tout cas, tu as disparu dans mon estime. Et j'ai perdu beaucoup de gens comme ça, que je ne veux même plus rien avoir avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je ne suis même pas allé leur dire, mais ils n'existent plus dans ma tête, tu comprends? Parce que je me dis, on ne peut pas être dans cette époque. Les gens se disent comment la Shoah est arrivée, comment 6 millions de Juifs sont fait tuer. Parce que les gens sont restés silencieux. Et une des plus grandes penseuses du génocide, c'est une juive d'origine qui s'appelle Hannah Arendt, une penseuse politique. Elle avait dit les génocides, c'est pas commis par des gens violents forcément ou des génocidaires. C'est commis par des fonctionnaires qui obéissent aux ordres et qui remettraient en question. Fait que des gens, qui soient dans l'artistique ou dans les médias, pour protéger leur petite carrière, ont accepté de dire à chaque fois que, quand on sait, ça fait 2 ans qu'il y a 50 000 morts, des gens affamés sciemment, des hôpitaux, des journalistes, des humanitaires tués. Oui, mais le 7 octobre, il y a quand même eu... Oh. Non, mais on n'enlève rien que le 7 octobre, ça arrive. Mais tu veux que je remonte à 48 et que je te fasse la liste des massacres? Ça n'a aucun sens de reparler d'histoire avec ce qui se passe aujourd'hui, actuellement. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, les gens qui ferment leur gueule pour protéger leur petite carrière ou leur petit truc, moi, peut-être parce que j'ai pas de famille, je me sens plus libre que les autres. Ça me fait pas peur d'être pauvre. Et je peux te dire que j'ai perdu des choses depuis que je m'exprime là-dessus. Genre, je travaille plus autant qu'avant, on va dire. Mais je me regarde tous les jours dans la glace sans problème. Et comme dit Booba dans une chanson, je préfère l'honneur que ma Ferrari. Et ça, moi, ça va jamais, jamais changer. Mais tout ça pour dire que beaucoup de gens m'ont déçu, frère. Beaucoup de gens. Tu sais, quand tu me parles d'LGBT, d'arc-en-ciel, de trucs, mais que tu n'es pas capable de dire des gens sont génocidés, moi, je respecte ça, man. Et tu sais, je veux pas m'attaquer à la gente féminine, mais tu sais, bref, je vais déjà m'attaquer à un truc, pas m'attaquer, je vais pas nommer de nom, mais j'ai été quand même assez déçu de voir un chroniqueur de Radio-Canada diminuer la cause en disant, même pas capable d'utiliser le mot génocide, en essayant de remettre un peu en question tout ce qui se passe. Puis ce qui me redonne la foi, c'est de voir les commentaires, c'est de voir les gens, c'est de voir que j'ai l'impression que c'est plus les gens dans les commentaires, le public est plus au courant et plus motivé à combattre que les gens qui c'est ça. Bref, il y a ça. Non, mais je l'ai écrit dans un post, j'ai dit, à ce stade-ci, ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront jamais. Et ceux qui veulent pas savoir ne sauront jamais. Ne me dis pas que tu n'as pas les moyens de savoir ce qui se passe. Yeah. Si tu veux pas, tu peux. Et c'est pas à moi de t'informer. Je veux dire, bro, tu as un cellulaire. C'est le génocide filmé, le premier génocide filmé de l'histoire. Tout le monde sait ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu peux pas éduquer les gens qui veulent pas savoir. Et c'est surtout à une époque où est-ce que l'information est tellement critique. On parle de contenu, on parle de voir les choses authentiques et de voir le nombre de journalistes qui ont été tués. Tu vois que c'est délibéré, c'est atroce. Et de voir le silence même des journalistes, de voir qu'il y a personne qui parle. Peut-être que c'est moi qui les vois pas, mais je suis comme, elle est où la consternation générale si quoi que ce soit se passe? Tu sais, c'est comme j'aime pas m'attaquer aux femmes, mais c'est comme toutes les féministes qui sont féministes partout, sauf quand c'est le temps de défendre les femmes arabes. Tu vois, et c'est le contraire pour toutes ces affaires-là, tu vois. So, je me mets en cas unisexe en parlant de ça, mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas c'est quoi qui se passe ici au Québec, et je te vois aller, bro. J'ai l'impression que t'es le seul. Ou il y en a d'autres, peut-être que... Non, mais c'est comment elle est comment l'ambiance quand on se rentre, par exemple, à Radio-Canada, ou je sais pas, il faut que... C'est ça, c'est comment l'ambiance déjà? Ben déjà, comme je t'ai dit, moi je suis pigiste et Dieu merci, je travaille pas à Radio-Canada. Des fois, j'ai des contrats avec eux, donc je suis pas là au jour le jour. Mais j'imagine que ça doit être lourd des fois. C'est pour parler à certains collègues qui me disent « Oh, je vois ça, j'entends ça ». J'imagine que c'est pas facile, surtout, encore une fois, moi, c'est pas pour critiquer personne, mais je suis libre dans ma pensée. Et il n'y a jamais personne qui va me dire « dis ça ou dis pas ça ». Et je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, je respecte les gens. Tu ne peux pas venir me chercher là-dessus. Si des gens veulent protéger leur carrière parce qu'ils ont une famille, c'est quelque chose. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui même, dans leurs valeurs, c'est dur. C'est-à-dire, c'est dur de se faire dire comme directive, chaque fois qu'on parle de ce conflit-là, il faut rappeler les morts du 7 octobre. Tu vois? Ouais. Alors qu'en ce moment, il y a autre chose qui se passe. Oui, mais c'est des trucs qui sont avérés, connus, faits, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'à ce moment-là, même si j'aurais une famille, j'aurais dit, tu sais quoi, je vais trouver un autre travail. Parce qu'encore une fois, c'est plus important pour moi d'être en adéquation avec ses valeurs. Et là où je pense que les gens ne réalisent pas, l'Occident, là, oui, il y a la richesse, il y a les ressources économiques et tout, mais ce qui a différencié l'Occident du reste du monde, pourquoi des gens comme nous, nos parents ont voulu immigrer ici? C'est parce que toi ou moi, si on fait un accident de voiture et qu'on tue un milliardaire,
on va avoir le même sort face à la justice que quelqu'un d'autre. Ouais. Dans nos pays, ça n'existe pas. Et en tout cas, ça n'existait pas. Peut-être c'est en train de changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les valeurs, c'est ce qui a fait que nous, on est venus là. Et ces valeurs-là, si vous ne les respectez pas, si tu dis à tes enfants, ne vole pas, mais qu'ils te voient le soir en train de voler, c'est quoi que tu as appris à ton gosse? Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'ils sont en train de se tirer dans le pied. Et au final, c'est l'Occident qui va tomber pour un génocide que si tu écoutes tes règles morales, tu peux pas d'un côté dire l'Ukraine ne mérite pas de se faire envahir et de l'autre dire Netanyahou a le droit de se défendre quand il tue des gens comme ça. C'est-à-dire si Poutine avait ciblé des journalistes avec une balle dans la tête, parce que c'est ça, cibler des journalistes, ou alors des bébés. Des bébés se retrouvaient avec des balles dans la tête, ça veut dire visés par un sniper. Et c'est des médecins occidentaux qui témoignent de ça, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si tu acceptes ça des Israéliens, tu peux rien dire à Poutine après. Et ce deux poids, deux mesures, cette hypocrisie, elle est en train de faire sauter tout un système en éclats. Et je pense sur le long terme, ça va être foutu pour l'Occident. Et je pense que de plus en plus, on n'arrête pas de dire les immigrants qui viennent à l'Occident. Oui, mais de plus en plus, ces immigrants vont aller au Moyen-Orient, en Asie, ou vont revenir chez eux quand ils le peuvent. Mais l'Occident n'est plus le modèle ou le phare de l'humanité. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui quittent. Hein. J'en vois beaucoup qui retournent, que ce soit vivre dans d'autres pays. On est dans une époque où on peut se le permettre. Et c'est une époque aussi qui nous remet tous en question un peu, de savoir où est-ce qu'on se situe dans ce monde. Même, je me demande où est-ce que la peur est vraiment. J'ai l'impression que les gens ici sont beaucoup plus pris dans une peur de parler, de dire de quoi, alors que des gens qui subissent un peu les vraies injustices, ils sont capables d'apprécier le peu qu'ils ont. Mais ici, les gens, ils ont beaucoup, ils sont tellement dans un système, la classe moyenne. Bon, j'ai pas l'habitude de parler de politique, guys, je me perds un peu. Je m'excuse, c'est moi qui vous amène là. Non, mais ça fait trop plaisir. Mais même moi, tu sais, c'est un inconfort incroyable que j'ai. Même quand je veux essayer de critiquer, et j'amène des points et je me dis, mais à quoi ça au final, à quoi ça me sert? J'ai l'impression que ces gens-là sont pris dans des idéologies, des images de nous qui leur ont été tellement transmises pendant des années à travers le cinéma, à travers la culture, qu'aujourd'hui, on en voit certains... Moi, tu vois, c'est bien que tu dis ça parce que moi, je suis très critique, ok? Mais comme j'ai souvent dit, quand t'aimes quelqu'un, t'es plus critique que si c'était un pays dont je m'en fous. Mais moi, je suis Canadien, je suis content d'être Canadien, je suis fier des sacrifices que mes parents ont fait pour que je puisse avoir ce que je suis en train de te dire. La carrière que j'ai, je ne l'aurais pas eu ni au Niger, ni au Liban, frérot. Moi, au Canada, je peux devenir Premier ministre. Moi, au Canada, je peux dire fuck le Premier ministre parce qu'il est pour Israël, je finis pas en prison, je perds pas mon emploi et ma famille est en santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si je critique, je sais qu'on est extrêmement chanceux de vivre ici et d'avoir cette possibilité de critiquer. Et c'est pas bon non plus de juste cracher ou dire « Ah, c'est ci ou c'est ça ». Moi, je critique parce que j'aime. Si j'ai quelqu'un autour de moi qui est en train de faire une connerie, je vais lui dire. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est le vrai sens de l'amitié ou de la famille ou de l'amour, tu vois? Et j'aime le Canada. Et Dieu merci, j'habite dans ce pays incroyable où je sors dehors, je risque pas de me faire tuer, où je risque pas de me faire voler, où j'ai pas besoin de mettre des barreaux devant mes fenêtres parce qu'il y a des gens qui vont venir me voler pendant la nuit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y a plein de blessings on a une chance incroyable, bro. Incroyable. Puis d'un bord aussi, je pense que les gens vont avoir peut-être plus de misère à te confronter sur ce sujet-là parce que tu as voyagé, tu es au courant, tu sais débattre. Et sur un autre, je pense que tu consommes beaucoup les médias, tu vois les conversations qui ont lieu sur la Palestine, sur Israël ces derniers temps. Est-ce que tu penses qu'ici au Québec, on manque ce genre de conversations réelles sur les médias? Et même que ce soit en France, tu vois que c'est des vrais débats animés, mais ici, j'ai l'impression que ça parle pas. J'ai l'impression que les gens se cachent. Ouais, mais moi, j'ai animé une émission de débat, puis je peux dire c'est dur. C'est-à-dire, souvent, les gens disaient « Ah, j'ai ce point de vue et tout ». Ils se retrouvent face à face et ils ont beaucoup plus de mal à l'exprimer. Parce que tu veux pas... On dirait on est dans une société où tu veux pas faire mal à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? En France, ils en ont rien à foutre. Genre, souvent, ils se rentrent dedans, mais je te dis pas que c'est mieux ou pas. C'est juste une réalité, tu vois. Mais... ici, je trouve que dans les espaces médiatiques, il manque de place pour justement la confrontation, la critique, etc. Tu sais, je veux dire, on n'aime pas avoir une opinion qui n'est pas majoritaire dans l'espace public. Tu sais, il y a une espèce de pensée unique. Et c'est pas parce que des gens décident pour les autres,
C'est juste, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Bon, on préfère rigoler. Si on parle, c'est un peu trop lourd, Israël, Palestine, c'est compliqué, on va pas perdre du temps là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Et souvent, j'ai vu que, comment dire, il y a beaucoup de place pour avoir une version d'histoire, mais pas la deuxième. Et dans plein de sujets. Dans plein de sujets différents, je trouve que c'est un peu plus dur de l'avoir, tu vois. Mais moi, je respecte beaucoup des gens comme, tu sais, Xavier Dolan, par exemple. C'est un gars, lui, il a beaucoup à perdre. Parce que le cinéma, on sait qu'il y a vraiment une sorte de pensée sur ce sujet-là. Et le gars n'a pas arrêté de dire, dénoncer. Il est à Cannes, il signe une tribune, il partage des stories que genre, des gens trouvent choquantes. Mais moi, ce genre de gens-là, je les respecte. Puis le problème des médias, c'est qu'ils n'ont plus le monopole de la diffusion et de la communication. Toi, moi, vous faites le podcast, il y a peut-être plus de gens qui vont l'écouter que le téléjournal de 14 heures. Comment tu veux dire? Fait que ça pose un gros problème. Comme tu dis, je pense que tous les peuples, qu'ils soient en Israël, en Palestine ou partout dans le monde, veulent la même chose, la paix. Le problème, c'est beaucoup des médias et des politiciens qui se nourrissent entre eux pour aller en guerre. Et ça me fait peur des fois aussi au Québec, ici, comment ce genre de pensée unique et tout peut peut-être un jour mener au fait qu'on peut se retrouver avec des gouvernements, on ne sait pas qui, à un moment donné, peut se retrouver au pouvoir ici, tellement que c'est rendu, le monde est tellement rendu mouton. Tu vois, je ne veux pas aller loin, je ne veux pas rentrer dans des théories du complot et tout, mais je trouve ça quand même des fois assez dangereux de ce genre de pensée qu'on a ici, à quoi ça peut mener dans le futur si on laisse place à une certaine... Il n'y a pas de confrontation, tu vois. Il n'y en a pas dans l'industrie ici au Québec, des journalistes ici qui ont été... vocale sur ces topics-là, genre? Ben, moi, j'en ai unfollow une couple, donc je sais plus vraiment c'est quoi qu'ils disent. Dans le sens qui ont pas eu peur de parler, genre. Ben, peut-être tu peux répondre à ma place. Parce que t'en as entendu, je sais pas, moi, ce que je me rappelle souvent, en tout cas, ce que je veux dire, puis je veux critiquer personne, mais souvent, quand venait le temps pour certains gens de l'industrie de dire quelque chose, ils partageaient tes trucs. Ah ouais? Ouais. Donc, souvent, il y a des gens, puis chacun mène son combat, je veux pas. Mais souvent, t'étais genre la personne, les gens disaient pas grand-chose, mais quand ils voulaient prendre stand, ils partageaient tes trucs à toi, comme si tu parlais à leur place. Moi, il y a plein de gens qui m'ont inspiré, trucs, mais chaque fois que j'ai écrit un truc, et je l'ai dit même, je le fais pas pour attaquer, critiquer personne, je le fais pour me faire du bien. C'est un matin, je me lève, je vois un mec qui est sur un lit d'hôpital en train de brûler, et les gens n'ont même pas d'eau pour l'empêcher qu'il brûle. Bro, c'est too much. Ouais. Et la seule chose que je sais faire, c'est écrire. Comme pour vrai, tu sais, soit des textes, soit des trucs. Fait que j'ai écrit et je demande ni que ce soit relayé, ni qu'on accepte et tout. Je le fais pour me faire du bien. Si moi, je parle pas, je vais me sentir mal. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'en veux à personne qui reste dans son coin ou qui dit rien. Chacun doit agir selon ses convictions propres. Mais moi, si je faisais pas ça, je serais malheureux. Tu vois? Et je parle pas tous les jours. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai écrit, c'est « Bro, tu veux répéter la même chose tous les jours ?» Frérot, c'est too much. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est une époque bizarre. C'est une époque bizarre. Où on encense des choses qui n'ont aucun sens et on critique de l'humanité ou l'humanisme des gens, tu vois? Quand tu perds l'humanité, tu as tout perdu. Il y a des politiciens en Israël aujourd'hui qui disent « Les enfants aussi méritent de mourir. » Ouais, ça c'est fort. Non, mais on est où, frère? On est dans le système nazi, le régime nazi. C'est ça. Tu vois? Eux, ils doivent mourir parce qu'ils ne sont pas comme nous. Frérot, t'es allé loin dans ton lavage de cerveau, parce que c'est dingue. Et ce qu'on ne dit pas dans nos médias, et ça, je le reproche, combien de gens en Israël sont critiques de Netanyahou, manifestent pour le droit des Palestiniens, ne veulent plus de cette guerre. Mais ça, c'est pas montré nulle part. Tout comme on te montre la guerre en Ukraine, on te montre que tout le monde est pour Zelensky. C'est faux. C'est toujours blanc-noir. C'est jamais blanc-noir. Il y a toujours du gris, tu vois. Ouais. Et ça, je reproche de... OK, mais il faut toujours donner aussi un petit peu d'un autre point de vue. On dirait que ça a toujours été comme ça dans les grands médias, mais aujourd'hui, plus que... Aujourd'hui, c'est comme tu dis, on critique l'humanité puis on encense des choses qui font pas de sens. Ça fait peur de voir où est-ce que ça va aller. Tu sais. Absolument. Ben, après ça, on change de sujet. On peut continuer à parler de la Palestine autant qu'on veut. C'est plus au niveau politique. Tu vois, on peut rentrer au niveau aussi musique et tout. Je parle de politique ici au Québec. Surtout... moi, durant les dernières élections là, qui ont eu lieu fédérales, au niveau même des conversations qu'il y avait, quand c'était question de parler des partis politiques et tout, j'avais pas l'impression qu'on pitchait des idéologies, des points de vue, des trucs concrets que les chefs allaient amener. J'avais plus l'impression de soit je votais Pepsi, soit je votais Cola. Tu vois, c'est plus rendu des débats. Il y a plus de profondeur, tu vois.
Moi, ce que je trouve quand même assez fort, c'est qu'à travers tout ça, tu voyages dans le monde et tu voyages ici au Québec. Tu as fait la saison 2 de Immigrants de souche ici. Et est-ce que ça a été fait avant, avant le 7 octobre? Parce que je sais que c'est sorti en 2023. Oui, exact. C'était fait avant, mais pendant le 7 octobre, j'étais en train de faire une nouvelle émission pour la saison 3 d'Immigrants de souche. Et que c'est arrivé pendant que je suis en train de la tourner, là. Mais c'est quoi la question? Genre, est-ce que ça change mon regard ou les conversations que je vais avoir? Ouais. Non. Tu sais, genre, moi, ça occupe pas le... Je veux dire, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup, que j'écoute beaucoup, mais c'est pas non plus toute ma vie. Et je le répète souvent, mais genre, si t'es pas heureux, tu vas pas aider des gens malheureux, si t'as vraiment envie de les aider. Donc moi, je me bats tous les jours pour être heureux déjà, et que ma famille soit bien. Et le jour où eux, ils sont bien et moi, je suis heureux, là, je peux faire quelque chose pour les autres. C'est très égoïste, mais en même temps, c'est ce qui me permet de vraiment faire œuvre utile, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Mais non, ça n'a pas changé les choses. Ce qui me dégoûte au Québec, c'est de voir la CAQ qui ouvre un bureau à Tel Aviv en plein génocide, ou c'est de savoir qu'une usine à Repentigny fait des armes pour Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on dit tout le temps, oh, mais c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas. Non, c'est ici. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'on a... J'ai pas l'impression que ces informations de qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi que le Québec fait pour Israël, c'est quoi l'apport, c'est quoi notre rôle à jouer là-dedans. Oui, mais si tu veux savoir, tu peux. On a tous Google, tu vois. Moi, j'en veux pas... Les gens, beaucoup vont dire « Ah, c'est de la faute de ci, de ça. » Non, gros, c'est qu'est-ce que tu fais, toi? Déjà, toi en tant que personne. Tu veux changer le monde? Qu'est-ce que tu as changé chez toi? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux t'informer, si tu veux savoir ces trucs-là, tu peux. Et je peux pas... Ah, mais les politiciens font pas ça, ou les journalistes nous disent pas. Non, bro, la plupart des gens qui sortent des enquêtes sur Israël, c'est des journalistes de grands médias. Pour ça, comme je te dis, j'essaie de pas critiquer tout le monde ou truc. Je critique un système. Mais il y a des gens dans ce système qui arrivent à faire des grandes choses. Et même, c'est héroïque parce que quand tu travailles à contre-courant, plus le combat est grand, plus la victoire est belle. Et il y a des gens qui y arrivent, tu vois. Mais vraiment, je suis pas en mode... on nous dit pas ça, on nous cache ça et tout, parce que je trouve que ça nous met dans une mauvaise vibe. Moi je suis en mode, je suis grand, je suis libre. Je peux aller trouver l'information. Je peux faire ce que je veux, frère. Si je veux demain aller à Tel Aviv, je peux. Si je veux aller manifester devant l'ambassade israélienne, je peux. Maintenant, qu'est-ce que je fais qui est bien, qui est intelligent, qui sert à quelque chose? J'ai vu beaucoup de manifs, frérot. Franchement, ça n'a rien changé. En tout cas, moi, j'ai participé à quelques-unes. Malheureusement, je te dis pas c'est bien. Malheureusement, j'ai jamais vu une manif changer quelque chose. Après, oui, c'est vocable et tout. Je pense qu'il y a des vidéos sur Internet qui changent plus ta mentalité que des manifs. Or, au contraire, les manifs, ça fait chier du monde qui va travailler et qui se dit, même si je supporte la Palestine, là, il faut que j'aille travailler. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça t'a pris un certain temps d'arriver à avoir cette mentalité plus... Bien sûr. De ne pas rajouter aux larmes, comme tu dis? Bien sûr. Mais ça, c'est... Et je suis sûr que je vais continuer à grandir. Mais ce que je veux dire, c'est... Tu me vois à 20 ans, j'ai pas du tout le même discours. À 20 ans, j'allais manifester comme un con, puis après, j'allais manger du Burger King. Tu vois, alors que Burger King va donner de l'argent à Israël. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que souvent, moi, je connais des gens qui mettent des pauses sur la Palestine, qui critiquent tous les jours Israël, et je les vois avec des bouteilles de coca. Je suis comme, frérot, t'es pas capable d'arrêter une boisson que tu sais que l'argent va là, mais t'es capable de faire 10 000 posts en critiquant tout le monde. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour toi? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, depuis que c'est arrivé, mais la vérité, je vais pas te mentir, j'ai dû boire 2 ou 3 fois le coke au milieu de l'Argentine. À un moment donné, il y avait ça, boum, sur la table, j'en ai bu. Mais j'ai arrêté alors que je buvais 1 coke par jour. J'ai arrêté McDo. J'ai arrêté tout ce que j'ai pu, que je sais qu'il y a directement un lien avec. Wow. J'ai arrêté, tu vois. Mais c'est le minimum qu'on puisse faire. Si tu parles d'un truc, au moins... Absolument, je suis d'accord. T'as des convictions, suis-les. Non, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais c'est fou parce que c'est vrai qu'on connaît tous du monde qui vont être vocal sur les réseaux, mais... Quand ça vient aux actions, ça va pas vraiment. C'est des petits gestes, tu vois. C'est des petits gestes. Puis ce genre de petits gestes peut faire une différence. Bien comme, sûr. Tu sais, des strikes sur certaines business ou whatever. Là, le plus beau bulletin de vote, c'est l'argent. Ouais, exact. Si tu mets pas ton argent dans une compte... voilà. Et là, je peux dire que les McDo et tout ce monde vont dire « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? » Tu vois. Ben & Jerry's, je sais pas si vous avez vu. Bro. Shout out Ben & Jerry's. Je vais acheter 10 000 glaces Ben & Jerry's. Si je vais acheter un congélateur pour avoir de la glace Ben & Jerry's. Tu commences à dire, faut encourager les gens comme ça. Absolument, man. Pas beaucoup de monde ont le guts de faire ça, man. Kelani, je la stream. Même Belly, tu sais, comme Belly, il est avec tout son cercle qui sont vraiment dans le système, tu sais. Puis pour lui de dire, yo, moi, je sors mon projet, puis c'est un projet sur la Palestine au complet, j'étais comme...
Je respecte, man. Parce qu'il sait ce qui va venir après ça. Un mec que j'ai delete de mes plateformes, c'est DJ Khaled, frérot. Me parlez jamais plus de ce bouffon. Non, mais le mec vient de Palestine. Ça fait aucun sens. Il t'a jamais dit un mot. Aucun sens, bro. Une meuf ma meuf préférée à vie, c'est Bella Hadid maintenant. Comment je veux dire? La meuf, elle est mannequin, tout. Elle refuse des contrats pour ça. Shout out, man. Moi, ces gens-là, je les respecte parce que son père aussi, c'est grosse histoire avec la Palestine. Bien sûr. Des gens comme Saint-Levant qui rendent la Palestine cool. On n'arrête pas de dire les Palestiniens, c'est des terroristes. T'as un gars comme Saint-Levant, Bigos, Égérie pour des marques qui arrive, qui te dit non, on est super cool, nous. On aime les femmes, on aime l'amour, on aime la liberté, le truc. Regarde, moi, je respecte ça. Absolument, man. Mais je pense que c'est ça. Je pense que des choses comme ça vont contribuer beaucoup plus à la cause que des posts ou des random. Totalement. Encore une fois, l'amour est plus puissant que la haine. Ça, j'en suis convaincu. Exactly. T'es allé en Égypte, dans Afrique. L'Égypte, c'est proche de la Palestine. Est-ce que tu as senti un... Je suis allé, c'était bien avant. Mais tu me dis ça, je vais dire un truc. Le problème des Palestiniens, avant toute chose, c'est pas les Israéliens, c'est les pays arabes. C'est tous les pays arabes qui ont tourné le dos à ces gens-là et qui se foutent de leur gueule, qui les utilisent comme une monnaie d'échange. Et que ce soit le gouvernement égyptien ou d'autres, tu sais, l'Égypte, ils ont fermé leurs frontières. Quand les Palestiniens voulaient aller du côté égyptien, ils payaient des sommes exorbitantes. Et c'est pas les Égyptiens qui veulent ça, c'est le gouvernement qui acceptait certains deals pour certaines choses, tu vois. Donc pour moi, les premiers ennemis des Palestiniens, c'est les gouvernements arabes. Et ça, quand tu dis ça, il y a des Arabes qui vont t'écrire « Ouais, tu peux pas dire ça, t'es en Occident, faut pas qu'on nous voit comme ça. » Moi, je m'en bats les couilles. Je te dis la vérité, pour moi, les vrais salopards de cette histoire, c'est les gouvernements arabes. À part peut-être, t'as l'Algérie et les gens au Yémen qui font des trucs, mais le reste, c'est des bouffons. Je m'excuse, les gars. Non, normal. Bon, désolé. Mais il faut pas... dans la vie, je rigole beaucoup. Mais... Là, vous m'amenez sur un terrain mais il faut savoir aussi faire la différence entre les peuples et les gouvernements. Hein, oui, mais tout ça, pour moi, c'est des gros lâches, frérot. C'est des gros lâches parce que juste en Égypte, il y a combien? Plus de 80 millions de personnes. Ils voudraient, là, ils feraient juste marcher sur Gaza, ils occupent Gaza. Et même s'ils se font bombarder plein de fois, il va rester encore des millions derrière. Et que pour moi, c'est vraiment les plus grands lâches, c'est eux. Je suis désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. Désolé. Et est-ce que quand tu es allé en Égypte, on va laisser le côté politique, mais c'est le seul... En fait, ma question, c'est pourquoi tu n'es pas allé au Maghreb? Ok, le Maroc, c'est déjà... très bonne question. Je voulais faire un pays arabe. Le Maroc, c'est super couvert déjà. J'ai vu 1000 documentaires sur le Maroc. Vue du ciel, le Maroc de Marrakech, le Maroc de Ouarzazate, j'en ai vu plein. L'Algérie, j'en ai quand même vu pas mal parce que je suis dans une culture francophone et je trouve, même si, tu vois, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est tout ce qui est beau en Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un des plus beaux pays du monde. Dis-leur. Non, mais vraiment. Mais on montre que les trucs qui vont mal ou les trucs, tu vois, et j'aimerais montrer ce côté-là de l'Algérie. La Tunisie, c'était trop instable. Ils venaient tu sais, je fais quand même un truc sur le positivisme et je voyais pas l'élan que je pouvais avoir parce que ils étaient encore pris dans un bourbier. La Libye, c'est devenu un marché d'esclaves depuis que les Européens et l'OTAN ont envahi ce pays-là et ont tué Kadhafi. Il me restait l'Égypte. Et ce que j'aimais de l'Égypte, c'est que c'est à la frontière du Moyen-Orient et de l'Afrique. C'est à la fois un pays arabe, mais c'est aussi un pays qui est en sol africain. Tu vois ce que je veux dire? Et ils avaient quand même passé un bon bout depuis la Révolution. Et je voyais des initiatives politiques, même en musique. Il y a des trucs que j'ai pas pu faire, mais je voyais des bails qui se passaient. Je me disais, ça va être super intéressant. Et aussi parce que mon frérot, mon meilleur ami s'appelle Manu Militari. Ben ouais. Et ce gars-là aime trop l'Égypte. Et c'est un Égyptien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me disais, putain, si je peux aller en Égypte, ça va me faire plaisir juste pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et aller voir Sultan Hotel? Je voulais y aller, mais je suis pas allé. Mais je sais même pas si Manu saurait c'est où exactement. Enfin, il sait c'est où exactement, mais est-ce que ça existe encore? Est-ce que tu vois Sultan Hotel? Mais j'aurais aimé y aller. Par contre, j'ai vu des quartiers que tout ce qui te décrit dans la chanson, tu le vois, ou dans la traversée du lac Nasser, tu sais. Je l'ai vu, tu vois. Je suis allé aux pyramides. Manu, il a été guide pour des touristes. C'est comme ça qu'il a gagné un bout de... Ouais, c'est un fou. Et donc, j'ai vu un peu, genre, tu sais, je voyais l'ambiance. Je me disais, putain, mais tu dis là-dedans, c'est quelque Manu, chose. on t'attend, bro. Manu, il sait déjà. Il sait déjà. Je rigole. Mais c'est pour ça que je suis allé en Égypte. C'est les parcours que tu fais, man, c'est fou. C'est fou qu'est-ce que ça doit amener à ta vie. Tu sais, même comme tu as dit tantôt, tu le réalises peut-être pas nécessairement, mais comme, bro, c'est un bagage intéressant, non? Ouais, mais je le réalise, frérot. Je te jure, chaque jour, je me lève, je dis merci Dieu. Parce que j'aurais pu être complètement dans autre chose. De croiser tout le monde, de toutes ces different walks of life, genre de pouvoir écouter leurs histoires, c'est intéressant. Même oui. c'est shout-out à toi, bro, parce que tu dis que tu l'as comme appris sur le tas and you're
you're living it, man. Fait que c'est dope de voir que tu le fais, man. Merci. Force à toi, continue, mon bro. Force à vous, les gars. Je vais te faire des tops maintenant. Top 3 pays que tu as visités pendant Demain Afrique. Mozambique. Rwanda. Et je vais mettre Sénégal. Parce que Sénégal, c'est peace. Mozambique. Rwanda. Pourquoi chaque? Mozambique parce que j'avais l'impression d'être au Brésil, mais t'es en Afrique. Et Mozambique aussi parce que on part de Maputo, qui est la capitale. On traverse un pont. C'est le plus grand pont suspendu d'Afrique. Ça fait 5 km qu'on a roulé. Et on est la nuit, le chauffeur s'arrête. On est sur une route nationale. Comme tu prends des routes pour aller dans des chalets au Québec. Et il s'arrête. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regarde dehors. Je regarde, je vois 2 éléphants, frérot. Et on est là. La route, elle est là. Fait que c'est même pas une réserve encore. La nature est débile mentale. Je suis allé à un endroit faire de la plongée, ça s'appelle Ponto de Ouro, c'est à la frontière de l'Afrique du Sud. C'est comme des chalets de chez nous, mais au lieu d'avoir de la neige, tu as une plage incroyable, tu es dans une forêt tropicale. J'ai jamais vu une nature aussi luxuriante, moi. Tu vois, et je suis allé au Kenya avant, ça m'a vraiment plu. Et j'ai adoré le swag des gars parce qu'ils parlent portugais. Oh, fala, portugais. Genre, c'est dingue, c'est trop swagué. Et c'est de là aussi où j'ai compris la puissance de l'amapiano. Parce que j'entendais parler de ce style musical. Et un jour, je suis en boîte de nuit, frérot. Genre, il est 2h du matin, il mettait que des sons occidentaux. Et là, il y a un nouveau DJ qui arrive. Et boum, il part une chanson d'amapiano. Et je te jure, j'ai vu l'ambiance. Les danses, les moves avec chaque chanson. Le mood a changé, bro. Ouais. Le mood du club a complètement... Et là, j'ai dit, OK, ce son est vraiment puissant. C'est-à-dire, cette musique est puissante. C'est de là que ça vient, bro. Il y a quelque chose de tribal, il y a quelque chose d'incroyable. Fait que Mozambique, pour ça. Le Rwanda, parce que j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais jeune, à cause du génocide. J'avais une idée dans ma tête. Et tu arrives là-bas, et 30 ans après, et tu vois, je veux faire attention parce que je sais ce qui se passe avec le Congo, je sais ce que le gouvernement peut faire de bien ou de mal là-bas, mais moi, je rentre pas là-dedans, je suis vraiment en train de te parler de ce qui a été fait dans le pays, en tout cas à Kigali que j'ai vu. C'est sécuritaire de malade, c'est propre. J'ai jamais vu une ville aussi propre que Kigali, et j'ai vu des gens hyper cool, et je me dis qu'après un génocide aussi intense, ça peut être facile de tomber dans la haine de l'autre, et j'ai vu des initiatives de gens qui voulaient... qui ont fait, ils appellent ça de la justice réparatrice. T'es un bourreau, tu viens dire à la victime, je m'excuse, j'ai tué telle personne de ta famille, est-ce que tu m'excuses? Et tu fais ça devant la télé nationale. Et c'est ce qui a permis au pays d'avoir une cohésion. Waouh! Non, bro, c'est quelque chose. Beaucoup de pays pourraient bénéficier de ça. Ouais, et l'un des, tu sais, tu me disais, des fois tu vis des trucs et tout, l'un des trucs les plus puissants qui m'est arrivé dans ma vie, c'est là-bas. Le jour où on part, encore une fois, quand on tourne, on n'a pas beaucoup de temps, mais là, on part le soir à 10h le soir, donc on doit être à l'aéroport à 7. Et vers 3h, genre, on se dit, on va aller au mémorial du génocide. Donc, ils ont fait un mémorial du génocide à Kigali où ils te racontent ce qui est arrivé, comment ça s'est passé, t'entends des histoires de survivants et tout. Et nous, depuis une semaine, on est avec un fixeur. Un fixeur, c'est quelqu'un sur place qui va t'aider à faire ton tournage. C'est quelqu'un du coin qui parle la langue, qui sait quoi le programme et tout. Et frérot, je le trouvais, je vais pas te dire ça comme ça, mais je le trouvais lent, je le trouvais pas efficace, je le trouvais pas bon, bro. Sincèrement, tu vois. Ouais. Des fois, tu as des fixeurs, ils te sauvent un épisode. D'autres fois, lui, je me disais, il va nous faire foirer le bail. Ouais. Et là, on lui dit qu'on va aller au mémorial du génocide. Il nous approche, lui et moi, je m'en suis rendu compte après, mais on a à peu près le même âge. Ça veut dire que moi, quand j'étais au Niger et que j'entendais parler de ça, lui, il avait 4-5 ans, il était en train de le vivre. Et on arrive là-bas et il nous arrête avant même le parking. Et il dit, OK, c'est là-bas. Je dis, mais tu viens pas avec nous? Il dit, non. Comment ça, non? Et là, juste, je lui pose la question, je vois ses yeux, je suis comme, oh mon Dieu, bro. Ce mec-là, il a sûrement vu ses parents, sa famille se faire... Là. Non, mais se faire macheter. Tu sais, tu parlais de PTSD, de choses comme ça. Bro, lui, il est en choc post-traumatique à vie. Tu sais, quand moi, je le trouvais lent pour un rythme américain de travail, lui, frérot, il combat tous les jours pour être là où il est et pour vivre sa vie normalement. Une réalité incroyable. Man. Et là, je me suis trouvé très con et très privilégié et très whack. Donc, tu vois, ça te ramène sur terre. Ça t'apprend aussi à être patient avec des trucs que des fois, tu dis des trucs. Et le Sénégal, pourquoi j'ai adoré? Parce que c'est le pays de ma mère. Ma mère m'a toujours parlé de ce pays-là avec tellement d'amour. Ma mère, elle parle Wolof, elle fait du mafé, elle s'habille en boubou. C'est son pays, le Sénégal. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout ce qu'elle me disait, du peuple, des gens, de la mer et tout, je le voyais. Tu vois ce que je veux dire? Et on appelle ça la Teranga, le pays de l'hospitalité. C'est des gens pis, c'est sénégalais. Et ce que j'aime de ce pays-là, par rapport à beaucoup de pays d'Afrique, c'est un vrai pays dans le sens où les frontières suivent quelque chose de normal. C'est-à-dire, c'est les gens qui parlent Wolof, ils ont une langue. C'est des gens qui sont pour la plupart musulmans, ils ont une religion. Et c'est des gens qui ont une croyance très forte, les marabouts. Et ça fait une unité dans le pays. Et ce que j'aime aussi, c'est un pays de tolérance.
Tu peux être musulman, boire une bière, personne ne te dit rien. Tu peux être... Il y a des chrétiens, quand les chrétiens font leur fête, les musulmans vont fêter avec eux, inversement. Donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai kiffé le Sénégal. Et je conseille à tout le monde qui veut aller en vacances un jour en Afrique, Sénégal ou Rwanda, c'est des bons points de départ, je trouve. Très dope. Top 3 des conversations que tu as eues? Donc, la conversation que j'ai eue avec le gars aux Maldives que je te racontais, donc je suis au milieu de l'océan, il m'explique un peu sa vie, puis il me dit un truc très fort, il me dit, je lui dis, bro, on est aux Maldives, tout ce que j'entends, c'est que les Maldives vont disparaître parce que les Maldives, c'est au maximum 1,40 m de la mer. Donc, c'est au ras de la mer. Wow, okay. Ouais, toute l'archipel. Et c'est fait de plein d'îles, fait que l'eau monte, ça va partir. Et il me dit, moi j'ai 42 ans, depuis que je suis petit, on me dit que ça monte d'1 centimètre par an. Mais mon île, elle est encore là. Et il me dit ça, et moi je suis comme, oui, c'est logique, mais il me dit pas, je crois pas au changement climatique, il me dit, regarde les coraux, ils sont en train de mourir, la faune marine, mais ce qui concerne le niveau de l'eau, je le vois pas. Et ensuite, il me parle de sa philosophie de vie en disant, regarde, on n'a peut-être rien, mais on a tout, tu vois ce que je veux dire? Et il me dit, il a peur que ses enfants perdent ce mode de vie-là. Fait que ça, c'est une grosse entrevue que j'ai faite. La deuxième, elle vient de m'arriver. C'est en Argentine. Je vais pour parler de foot, ok? Et je rencontre un journaliste qui a travaillé 30 ans sur le foot. Et le gars, ce qui est bien, c'est qu'il parle du foot, mais il parle de politique, de société, d'économie. Et ça, c'est un ami à moi, Nicolas Arguindé, qui est argentin d'origine, qui a fait la recherche sur l'épisode, qui m'a présenté ce gars-là. Et on parle, frérot. Et en Argentine, il y a eu la dictature pendant longtemps. Mm-hmm. La dictature, c'était à ce point dingue que si tu étais un ennemi politique ou tu étais dans les progressistes qui en veulent à l'armée qui est au pouvoir, ils enlevaient les enfants des familles, un peu comme il y a eu avec les autochtones ici, pour voir si on peut prendre un enfant, le mettre dans une famille générale et que ça devienne un bon produit du système. Ils ont fait quoi? Ils ont aussi pris des femmes enceintes, ils les droguaient pour qu'elles soient inconscientes et ils les jetaient des avions. Ça, c'est des histoires avérées. Pour vous dire à quel point ça a été horrible. Tu sais, on parle de l'Afrique et tout, mais en Amérique aussi, il y a eu des trucs de dingue. Bref, on parle et tout. Et je dis, mais j'ai l'impression que le foot ici, c'est plus que du foot. C'est lié à la politique, l'économie, la société. Il me dit, regarde, moi, j'ai enquêté sur ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde de 76. Coupe du Monde en Argentine, remportée par l'Argentine. Et c'était leur première Coupe du Monde. Et c'était pendant l'année de dictature. Donc, c'est un peu comme les Jeux Olympiques en Allemagne pendant qu'il y a le Troisième Reich. C'est comme, regardez le monde. On nous dit critique et tout, on est une dictature, mais regardez ce qu'on est capable de faire. Donc le foot était utilisé comme levier politique. Et il me dit, il a parlé à des gens qui ont été torturés pendant ces années-là, qui étaient, le plus grand centre de torture était à quelques centaines de mètres du stade où se jouaient les matchs. Okay. Et il me dit qu'il y a des gens, pour te dire à quel point le foot est important en Argentine, et je, il m'a dit ça, j'ai tout compris, c'était pas, mais j'ai tout compris, j'ai eu des frissons. Il dit, c'était des gens qui étaient main dans le dos comme ça, à genoux. C'est comme ça qu'on les torturait, ils ne voyaient pas. Et que quand l'équipe d'Argentine marquait et qu'ils entendaient les gens scander genre waouh et tout, ils disaient pendant 4-5 secondes, j'étais avec le peuple, j'étais libre. Moi aussi, je célébrais le but ou la victoire. C'était un mec, ouais, il me raconte ça, je suis comme waouh, ok, c'est puissant. Le foot, ça peut être très puissant, tu vois. Mais comment il te le raconte et tout, fait que ça, c'était une belle entrevue que j'ai faite dans ma vie. Et la troisième qui m'a le plus touché, ou en tout cas bouleversé, c'est pendant que je faisais le documentaire, je suis dans un camp de réfugiés en Syrie où il y a les femmes de Daesh et les enfants de Daesh. Donc quand on les a attrapés et tout, on les a mis là. Moi, je viens pour rencontrer quelqu'un, je laisse la personne rencontrer quelqu'un, un membre de sa famille. Et là, il y a une fille qui est en burqa complète, fait que je vois même pas ses yeux, qui fait « Hey, what's up, guys ?» tu sais. Oh, ok, tu parles anglais, mais parfait de Londres, là, tu sais. Il me dit, yeah, you're doing a documentary, I'm the wife of Zach. Donc, un des gars que je suivais, c'était sa femme, sa veuve, on va dire. Elle me dit, j'ai dit, ok, t'es down de parler? Elle me dit, ouais, je suis down. La fille, elle avait peut-être 19 ans, mais elle avait vécu des trucs de dingue, genre, 2 de ses maris sont fait tuer sous ses yeux, fausse couche, la guerre, Daesh, frère, je sais même pas si on peut imaginer tout ce qui peut être truc. Et elle, ce qui est fucked up, c'est que le gouvernement britannique avait déchiré sa citoyenneté. Elle n'avait plus de citoyenneté. Donc, elle ne pouvait pas rentrer, même se faire juger. Elle était plus britannique. Et la pauvre, parce que quand elle me parlait, je me disais, man, on est au milieu de ce camp de merde. Genre, tu vas être bloqué là. Ta fille, tu ne sais pas ce qui va lui arriver. Et tu aurais pu être à Londres en train de faire des études en médecine et devenir... On pourrait être à un café en train de chiller. Crazy. Et tu vois ce truc de dire, le monde, tu prends un mauvais tournant là, puis un autre, puis tu te retrouves là-dedans. Il n'en faut pas beaucoup, tu vois.
Et ça, c'est une entrevue qui m'a beaucoup marqué. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas fait ces choix-là? Elle était vraiment seule au monde et tu vois qu'elle était perdue. Elle en voulait à la Grande-Bretagne, mais elle voulait revenir. Mais elle en voulait, tu sais, c'est comme... Quand on entend ces histoires-là, des fois, c'est difficile à croire qu'on vit dans le même monde, genre. Exact. C'est exactement ça. Bro. C'est quelques heures d'avion, puis t'es dans c'est un autre monde complètement. Et c'est là où les gens qui font du travail humanitaire, qui vont pendant un mois en mission au Darfour, puis qui reviennent, puis là, ils amènent leurs enfants à l'école, puis il y a des parcs et des clubs. Tu sais, c'est comme... Il y a un truc dans ta tête qui se passe. Je dis, c'est pas normal, en fait. Crazy, man. Je vais arrêter avec les tops. Ouais, c'est sûr, j'ai pris beaucoup de temps, désolé. Non, il n'y a pas de souci, bro. On est à 1h30. Je veux continuer un peu. Vite, hein, moi, je veux continuer parce que, bro, c'est une belle conversation. C'est quoi les misconceptions que tu as le plus eues sur l'Afrique qui ont été peut-être coupées? Disons... que l'Afrique, c'est des gens misérables, c'est des victimes qui ont besoin d'aide ou de l'Occident ou de l'argent. C'est faux, ça. Les Africains, grâce à Internet, en 50 ans, ils ont rattrapé... Ils sont même plus devant que nous dans plein de domaines. Et les jeunes, ils attendent rien des gouvernements et rien de l'Occident. C'est en mode, on va tout faire nous-mêmes, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est un gros... Tu sais, quand tu parles d'Afrique, tu peux soit diaboliser, c'est-à-dire... mais c'est des Africains, donc ils font ça, donc ça va pas marcher, les gouvernements sont corrompus. Ou tu peux angéliser... les pauvres, ils sont fait coloniser et tout. Faut être ni l'un ni l'autre. Les Africains, c'est moi que j'ai rencontré, les jeunes, c'est des gens vaillants, plein d'imagination, plein de créativité. Tu as des artistes incroyables qui sont pas reconnus, mais ils font des trucs de dingue, tu vois, avec très peu de choses. Yeah. Ouais. C'est pour ça, je voyais, tu avais fait un épisode, j'ai oublié, c'était quel pays sur le cinéma? Ouais, au Nigeria. Ouais, au Nigeria. Nollywood, ça s'appelle. Yeah, Nollywood, c'est nice. Ouais. Puis d'ailleurs, l'un des jeunes de Critics Company, il s'appelle Godwin. Allez le streamer. Il a sorti un album depuis. Il est en train de tout péter, bro. Et il fait pas de la musique afro. C'est ça qui est incroyable. Il fait de la musique soul, gospel. Godwin, G-O-D, je pense que c'est un 3-W-I-N. Ouais. Incroyable. Ok, je pensais que c'était Godin ou quelque chose. J'essaie de le dire avec le 3, peut-être. Peut-être, mais je pense que c'est Win. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est le Win. Parce qu'il s'appelle Godwin. Win, j'étais comme... Mais bro, sa musique, je te dis, c'est impressionnant, man. Impressionnant. Puis tu vois, lui, il est authentique parce que tout le monde fait de l'afro autour de lui. Il fait sa musique, il est en train de tout péter, là. Il a été signé par Columbia, je pense. Ok, big shout out. Entre le temps où je l'ai interviewé et maintenant, ouais. That's it. Ouais. Parce que c'est au Nigeria aussi qu'on apprenait la différence entre l'afrobeat et l'afrobeats. Avec un S, ouais. Avec la S. Ah ouais, c'est quoi la différence? Ouais, vas-y. Non, vas-y. L'afrobeat, c'est quand il est question de révolution, lutte pour la justice, quand on parle de politique. Donc, c'est vraiment Fela Kuti qui a sorti ce mouvement-là. Okay. Ouais. T'es allé au Shrine, le temple de Fela Kuti. C'est souvent des musiques de 6-7 minutes. Et il va dire, par exemple, un morceau, c'est Zombies, par exemple, ok? Mais en fait, les zombies dont il parle, c'est des politiciens. Donc, il y avait un truc très révolutionnaire. Et l'afrobeat, avec un S, qui est la musique moderne, Wizkid, Burna Boy, beaucoup de gens qui aimaient l'afrobeat critiquent ça en disant « Ouais, mais vous prenez position sur rien. Vous parlez d'amour. » Ouais, moi aussi, je suis pas d'accord. Mais c'est une des critiques que tu entends. Yeah. Mais c'est fou. Comme t'as vu, tu dis ça, puis c'est comme tu réalises comment il y a de la profondeur dans la culture. T'sais. Absolument. Puis même avec le Amapiano, comme le Amapiano, pour moi, là, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose, comme tu dis, il y a une énergie, something about that music, comme... Puis c'est intéressant parce que je vois plein de genres de Amapiano remix, genre, avec des sonorités arabes, puis ça marche, like everything is dope with Amapiano. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, puis même voir si des artistes d'ici vont commencer, parce que tu sais, ça devient de la musique populaire, là, fait que même le afro, on le voit de plus en plus. Des gars comme Yassé Sidon et tout, tous les Africains, je pense que ça leur donne espoir, sûrement. Ben, c'est ça. Maintenant, toi, qui es parti en Afrique et que là, tu reviens ici, les conversations que tu dois avoir avec les gars, là, t'es comme, yo, les gars, je suis au Congo, là. Maintenant, je suis allé chez vous, là. Avec Dallas, City, tout le monde. Non, déjà, c'est une équipe que j'aime. C'est beaucoup d'amour et de respect pour eux, mais... Non, bon, je suis pas mieux que... Je veux dire, aujourd'hui, avec Internet, tu peux tout entendre, tu peux tout écouter. Moi, ce que je suis content, c'est d'avoir eu la possibilité, l'occasion d'aller au Shrine, par exemple. Ok, c'est ici que Burna Boy, là, ça a commencé là. Tu commences à le dire? Ou d'aller dans cette boîte au Mozambique, voir un DJ qui sort nulle part, me faire écouter des sons que j'ai jamais retrouvés sur les streams. C'est des sons qu'ils écoutent chez eux. Et de voir la puissance de la musique. Et c'est là où tu comprends que c'est un mouvement culturel. Ça dépasse, comme tu dis, il y a de l'épaisseur, il y a de la profondeur. Même ici, des fois, en club, il y a des sons à ma piano que je vois qui drop que les jeunes connaissent tous avant moi, là. Puis ils sont tous en train de faire les danses, puis les toutes les affaires. Je suis comme, OK, wow, OK, it's a thing, là. Exact. Avec la jeunesse, c'est puissant. Là. Exact. Est-ce que tu penses que c'est
le fait que tu sois... Parce que j'ai l'impression que ce mouvement-là, c'est bon, là. Qui va stopper ça? Comme dirait la fouine, qui peut me stopper? Tu vois, tu vois le mouvement musical, tu vois la force avec laquelle l'Afrique est en train de grandir, est en train de se développer. Même moi, bro, je regardais ton documentaire, j'étais comme, yo, I wanna go back, bro. Tu vois, mais ça fait trop plaisir. Ça, c'est le meilleur compliment que... Bro, c'est vraiment ça. Tu m'as vraiment donné envie d'y aller. Sincèrement, gros, t'as pété parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai pas mon passeport algérien. Donc, ça fait 13 ans, frère, je suis pas allé en Algérie. Là, j'ai la honte, là, tu comprends? Mais l'Algérie m'a jamais quitté. Depuis toutes les années que je suis ici, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui sont venus ici. Mais cet appel à la terre, il est incroyable. Puis quand je vais y aller, gros, je sais qui je vais aller, je sais quelle place que je vais aller voir parce que merci à tous ces gens sur les réseaux sociaux qui je suis comme, waouh, c'est ça, c'est ça mon pays, je peux aller là et tout. Puis là, avec l'œil que tu m'as ouvert les yeux sur l'Afrique, bro. Je suis comme, OK, yo, je vais pas... shout-out à l'Europe, là, mais shout-out à tous les autres spots, mais mon continent, c'est l'Afrique, tu vois. So, j'ai tellement envie de découvrir ça. Même la façon que les gens parlent, la qualité, tu vois, on parlait de l'artiste au Congo, Inosbe. La manière que les gens s'expriment, le calme, la sagesse que ces gens ont. Mais tu vois, tu me demandais tout à l'heure la scène, comment tu la vois. Non, mais man, tu sais, c'est le plus beau compliment qu'on me fait. Et les plus beaux messages que j'ai reçus par rapport à cette série, c'est des Québécoises d'un certain âge qui m'écrivent en me disant « Vous m'avez donné envie d'aller en Afrique, où est-ce que je vais ?» Tu sais, genre en mode, t'as donné envie à du monde d'aller voir parce qu'ils ont tellement entendu de trucs qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils ont toujours eu cet appel-là. Et je l'ai souvent dit, quand tu vas en Afrique une fois, t'en reviens jamais vraiment. Tu vas vouloir aller voir d'autres choses et tout. Et la chance que j'ai, c'est que moi, je connaissais bien l'Afrique de l'Ouest, j'ai pu faire le tour, tu vois. Mais les gens qui m'inspirent beaucoup, c'est des gens qui ont fait le pari de dire hey, « moi, j'habitais en France, mes parents migraient là. J'arrivais pas à vraiment réussir ma vie. Je suis retourné dans mon pays d'origine. Bon, pas tout est parfait, là. Il y a des problèmes et tout. Mais au moins, je suis chez moi, frère. Tu vois, et ce que je risque ici, ça me coûte beaucoup moins cher que de risquer d'ouvrir une entreprise en France, par exemple, tu vois. Mais tu parles de la qualité du langage. Man, des gens que j'ai rencontrés au coin d'une rue, qui te parle avec un Français, frérot, t'es comme, mais comment même c'est possible? Genre, oublie là le niveau. Et un truc que je reproche beaucoup ici, de beaucoup de gens que je vois, c'est cool de parler mal, en fait. Or, plus tu vieillis aussi, plus tu te rends compte, la communication, c'est ta principale arme. Quand tu arrives devant quelqu'un et que tu sais exprimer ton idée, tu peux pas vraiment te faire avoir. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Même quand j'ai eu ce truc-là au Brésil, comme je t'ai dit avec le mec, j'ai pu me débrouiller en espagnol, portugais. Moi, je faisais des cours d'espagnol à l'école. Je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je m'en bats? Genre, à l'époque, j'étais con, là. Je me disais, mais je m'en fous et tout. Et là, j'ai vu à quel point ça m'a servi. Genre, j'aimerais parler 12 langues, frérot. Parce que du moment que tu parles la langue de quelque part, ça change toute la dynamique. Absolument. Moi, je me rappelle, ça fait plusieurs années de ça, j'avais un ami québécois avec qui je travaillais quelque part, mais j'ai été à l'école avec lui au secondaire. Puis il m'a dit, man, Ismaïn, moi, je regrette qu'on ne m'ait pas plus appris sur les pays arabes et tout. Ouais. Il m'a dit, je suis rendu là, puis je ne sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et même le peuple québécois, c'est un peuple qui est ouvert au monde. Je trouve que c'est des gens qui sont très chaleureux avec l'hiver qu'on a. Ça donne des gens qui sont très chaleureux, qui sont, au final aussi, qui donnent. C'est du monde qui sont très... c'est collectif, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus à apporter au final au monde si tout le monde apprend à se connaître, et c'est ça que tu fais au final, bro. Autant avec le travail à l'intérieur, avec Immigrants de souche. J'ai pas regardé les épisodes de la saison 2, j'ai regardé le premier, pas le premier, mais celui avec Sihem, l'Algérienne. J'avais pas le choix, algérienne, mais je voulais regarder toutes. J'invite tout le monde à aller regarder ça. Mais peut-être que tu te rends pas compte du travail que tu fais, bro. Bah merci, et bro, je le prends, frérot. Non, des fois, je m'en rends pas compte. Moi, quand tu me dis des trucs comme ça me fait très plaisir, bro. C'est la même chose que la musique. Des fois, tu vas sortir des affaires, puis le monde va le regarder. C'est des choses qui vont être relevant toujours, tu sais ce que je veux dire? Fait que l'impact peut être plus tard, comme tu disais tantôt, pour la musique. Exact. It's crazy, man. Thanks, man. Very interesting talks, bro. Sérieux, d'autres sujets, j'avais un anglais pour chaque pays, bro, parce que j'ai grave apprécié. On va continuer la conversation sur le Patreon. Let's get it. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu peut-être sur le Dark Side of Africa, peut-être des trucs que tu as vus là-bas. Avec plaisir. Et c'est ça, man. Ouais, je suis curieux. Yeah. Even in like the animal encounters. T'as dit tantôt un éléphant comme si c'était un chat. Je suis curieux, c'est un éléphant pareil. Mais j'ai fait une story en disant il y a autant d'éléphants qu'il y a d'écureuils à Montréal. C'est incroyable. Non, mais bro, j'en voyais partout. C'était dingue, là. Je te dis, c'était Mozambique, c'est dingue. That's crazy. Hey. On dirait que, bon, on finit sur les éléphants. Mais ils disent que les éléphants sont très
très intelligents et comme c'est. J'ai pas eu d'interaction avec eux. Ah, je sais pas. Mais oui, c'est ce qu'on dit. T'as peut-être flatté un éléphant, mais t'as regarde, l'œil d'un éléphant est profond. Mais c'est un animal impressionnant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi, ça reconnecte avec... shit, on est sur une terre, on n'est pas seul, en fait. Quand tu vis en ville, t'oublies. Moi, j'avais un coach de boxe, Elio, que j'adore, que ça fait longtemps que je suis pas allé à sa salle, il va m'insulter s'il me voit. Mais un jour, il est C'est pas lui de Caféo, là, right? Non. Ah, OK. just checking. Mais le gars, il est dans la même salle. Okay. Ouais. Le gars, il arrive, il avait un poussin, une fois, un petit canard poussin dans une boîte. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, frère, moi, j'ai vécu au Maroc, j'ai vu des animaux toute ma vie. Je me suis rendu compte que ma fille de 2 ans n'a jamais vu d'animal. Elle a dit, c'est quoi ça quand elle a vu à la télé? Donc, je lui ramène un canard. Mais tout ça pour te dire que quand tu vis en ville, t'oublies qu'on vit... Yo, bro, tu me parles ça, ok, on finit le podcast avec ça, je te le jure. Je travaille à mon emploi. J'ai un de mes boys, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, on m'a raconté la meilleure histoire d'intégration au Québec de la part d'un immigrant. Et le Québécois, il parle à un Marocain. Le Marocain, il approche, il dit, yo, la dernière fois, je savais pas c'était quoi une moufette. Donc, j'ai vu une moufette avec ses 9 bébés et il se filmait en train de flatter la moufette. Et la moufette, elle a la queue levée, elle l'a jamais arrosée. Wow. Et le gars, il se filmait, il savait pas. Il savait pas le danger qu'il avait devant lui. Il est cute. moi, j'ai pas d'histoire comme ça avec des éléphants, je vous dis tout de suite, ça marche. Restez connectés au Patreon, on sait jamais c'est quoi les histoires qui s'en viennent. Mais yo, merci beaucoup d'être passé, frère. Continue ton bon travail, man. C'est non seulement entertaining du côté musique à écouter, mais c'est comme... Tu fais un impact plus important que tu le sais avec les documentaires et tout ce que tu fais. Même avec la musique aussi, man. Merci, Dieu. Merci de nous donner cette exclusivité, mais moi, je t'invite à aller à d'autres podcasts. J'invite vraiment d'autres podcasts à t'inviter parce que tu as beaucoup de choses à raconter, bro. Et je pense que tu en as à des heures des choses à dire. Avec plaisir. Continue à spread le word comme tu le fais. Tu t'exprimes bien, bro, puis on a besoin de toi. Merci, bro. J'ai jamais refusé une invitation, donc ça va pas arriver, mais avec grand plaisir. Puis... j'ai beaucoup parlé de politique, j'en aurais pu parler plus de musique, mais allez écouter l'album Madeleine de Proust. Ouais, l'album est fire, partout. For real. L'album est très dope. Toutes sortes de vibes, tous les genres de vibes qu'on a parlé, vous le retrouvez sur l'album, man. Puis honnêtement, c'est intéressant parce que l'album amène ce genre de conversation qu'on a eu parce que c'est pas juste... Tu sais, even the party sounds, you're saying something, c'est ce que je veux dire. Exact. And that's hip-hop at the end of the day, man. Fait que ça fait plaisir, broski. Vous savez déjà comment qu'on fait, man. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Shout out tous les sponsors. Big up Smoke Signals. Big up tout le monde qui support, qui show love, like, share. You already know what we doing, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Let's go. Les gars.